résumé des chapitres précédents. Nous avons vu que la situation humaine était très désagréable par rapport à celle des animaux ou peut-être des anges, parce que chez nous, il y a une contradiction, pas intellectuelle, mais vécue, douloureuse, déchirante, entre le bien et le bon, c'est-à-dire ce qui est agréable, jouissif, est généralement considéré comme étant mauvais, en tout cas pas bon, et ce qui au contraire n'est pas facile, demande un effort, est considéré comme bien. Déjà, comme pour un enfant, c'est horrible l'éducation. Il faut passer sa journée, souvenez-vous quand vous étiez gosse, les confitures, le chocolat, c'était pas le sommet de la vertu. Travailler pour l'école, étudier, lire, rendre service, ça, c'était bien. On vous applaudissait. Et ça ne fait que s'aggraver avec l'âge. On en arrive à un moment donné où on est absolument crucifié entre ces deux échelles. Deux échelles comme je les ai symbolisées pour vous. D'une part, une échelle qui va de 0 à 10, qui augmente, qui est l'échelle du plaisir, de la satisfaction, de la jouissance. Même si on va plus loin que 10, ça devient de la jouissance. Et puis l'autre échelle qui est contradictoire. On a le 0 quand on a le 10 du côté du jouissif. Et puis alors on a 10, c'est merveilleux, c'est la vertu, on applaudit. Quand on a 0 du point de vue de la satisfaction, quand c'est le devoir. Tel était le premier chapitre qui a consisté tout simplement à faire ce constat. Il est universel, il traverse les époques et on traîne ce déchirement comme un boulet toute sa vie. Deuxième chapitre. Il est évident que l'homme ne se satisfait pas d'être toujours en contradiction avec lui-même, toujours insatisfait, toujours taraudé de remords ou de regrets. S'il a sacrifié au plaisir, il a des remords. S'il a sacrifié au devoir, il a des regrets. Il dit, ma jeunesse, je ne l'ai pas vécue vraiment. Alors, au cours de l'histoire, à travers toute l'histoire de l'humanité, on a privilégié une des échelles ou l'autre échelle pour sortir de ce tiraillement. Ou bien l'échelle de la vertu, c'est ce qu'on appelle le stoïcisme, sous quelque forme que ce soit. Mais il y a des écoles de vertu qui vous disent apéchou kai anéchou en grec, soustine kai abstine en latin. Tiens bon, fais des efforts, dépasse-toi en français. Ou bien l'autre échelle, au détriment de la première, qui consiste à dire il n'y a pas de mal à se faire plaisir, il n'y a pas de mal à se donner la jouissance, le droit au plaisir, le droit à la jouissance. C'est aussi vieux que l'humanité, puisque ça remonte à une tradition qu'on a cru attribuer à Épicure. Peu importe que ce soit Épicure ou pas, il y a toujours eu une tradition qui consiste à se libérer de cette contrainte morale. Tu vois, réfléchissez au mot l'amour libre. Pourquoi est-ce qu'on a dit l'amour libre? Libre de quoi? De toute contrainte. L'autre jour, j'entendais un témoignage, un reportage du reste sur un cinéaste italien assez scandaleux. Vous trouverez le nom, moi quand je les cherche, je ne les trouve pas, mais ça vous reviendra en mémoire, qui a été assassiné sur une plage à un moment donné, qui a vécu une vie évidemment un peu scandaleuse. Et j'entendais dire, c'était un homme libre. Libre de quoi? De toute convention morale, surtout en Italie, religieuse ou conventionnelle. La solution moderne que nous allons examiner aujourd'hui est d'une profonde originalité. Elle va consister à faire un compromis. Ce qu'il y a d'original, c'est que l'époque moderne, voici nos deux échelles, elles sont inversées. Voici l'échelle de la jouissance, du plaisir. Voici l'échelle du devoir. C'est bon quand c'est 0 dans l'échelle du... Non, c'est bien quand c'est 0 dans l'échelle du bon. Bon, mauvais, bien, mal. Aujourd'hui, on est trop perspicace et lucide pour éliminer purement et simplement l'échelle du bien. Au contraire,
C'est fou comment on devient exigeant. Regardez au point de vue argent. Regardez par exemple tous nos hommes politiques qui sont dénoncés pour la moindre prébende, pour la moindre faveur qu'ils ont reçue. Ça devient paranoïaque, c'est évident. Et c'est tout récent, ça. Avant, on s'en fichait pas mal. Dieu sait ce qu'on devait être escroqué quand il n'y avait pas de contrôle. Mais aujourd'hui, un homme d'État, s'il a fait la moindre entourloupette, il a reçu un prêt sans intérêt, comme ça a été le cas pour un des ministres de l'époque précédente, Bérégovoy, qui s'est suicidé. Il n'avait rien fait de mal, mais on lui avait fait un prêt sans intérêt. Vous imaginez, tout le monde lui est tombé dessus. Donc on est très soucieux de l'échelle morale, sauf pour la sexualité, où on fait en sorte qu'elle se réconcilie avec l'échelle du bien. Donc, la sexualité, elle n'est pas en contradiction avec l'échelle du bon. Il n'y a pas de morale, il n'y a pas du bien et du mal. C'est au mieux neutre, et au pire neutre, et au mieux absolument identique au bien. C'est-à-dire, il n'y a pas de mal à se faire du bien. C'est une chose tout à fait normale. Cette théorie qui est assez récente du reste, qui consiste à faire une exception dans la règle générale. Et je vous ai donné des exemples à quel point on est sensible à l'intérêt qui est dénoncé comme étant bourgeois, comme étant la société de consommation, comment on traque toutes nos jouissances, même légitimes, à quel point nous sommes dans une société exécrable parce qu'elle ne fait que se remplir le ventre de jouissance, sauf pour la sexualité. Comme argument, on fait une distinction, et ça retenez bien, entre ce qui est naturel, alors on appellera naturel, ce qui nous vient évidemment de la nature, des animaux, l'instinct, notre biologie, et ce qui est culturel, c'est-à-dire l'échelle morale, elle n'est pas condamnable, mais elle est relative, c'est-à-dire elle est culturelle. C'est un apport qui a fait peut-être l'honneur de l'humanité, qui a amené des gens au dépassement d'eux-mêmes, mais n'empêche, c'est une convention légitime qui s'est construite peu à peu, mais qui est à bien plaire, c'est-à-dire elle a évolué, donc il y a une évolution. Et puis, surtout, elle est plurielle. Tout ce qui est culturel est pluriel. Je le montrerai tout à l'heure. Mais voyons d'abord ce qu'on entend exactement par culturel. Par culturel, j'entends tout ce qui est collectif, soit par la religion, soit par la société, soit par l'éducation, ça vient par le canal de l'éducation, et qui traverse les civilisations. Je crois que les civilisations, justement, elles pourraient se définir par là, par cette mise en commun de quelques valeurs que l'on impose ou que l'on accepte, mais avec cette idée qu'on peut en changer, pas d'une manière brutale, il y a des fois des résistances, et nous le voyons aujourd'hui, mais rien ne s'oppose à ce que ce qui est culturel à un moment donné puisse évoluer pour les nécessités de l'époque. Exemple. Prenons par exemple la sexualité, justement. Lorsque la sexualité était ordonnée à la finalité première, c'est-à-dire peupler la terre. Évidemment, il fallait la canaliser à la procréation. Alors dans ce cas-là, évidemment, tout ce qui n'était pas finalisé par l'enfant au sein d'un couple stable, tout ce qui était pris, faire Pâques avant carême, c'est-à-dire tout ce qui était pris comme jouissance personnelle, c'était proscrit. Autant chez les Chinois, rappelez-vous, je vous ai montré des documents qui montraient qu'il n'y avait qu'une finalité pour la sexualité. Mais maintenant que la Terre est surpeuplée, il y en a trop, on ne sait plus comment faire. Alors il faut arrêter d'assigner à la sexualité cette finalité, la procréation. On ne peut pas supprimer la sexualité. Alors on va lui donner une autre finalité, l'épanouissement personnel. Et c'est une idée en Occident. On ferait bien du reste de l'exporter en Chine et en Inde, parce que là aussi, la sexualité est beaucoup trop branchée sur la procréation. Si bien qu'on ne sait plus comment faire, parce que l'humanité va doubler dans 50 ans. On voit très bien l'idée très généreuse qui consiste à dire maintenant nous sommes responsables du culturel
Et il faudra peut-être une génération pour changer la finalité et donner à la sexualité un autre but, qui est l'épanouissement personnel. Rendons grâce au culturel, ça ne veut pas dire qu'il est nécessairement limitatif, mais il est relatif. Ce que j'aimerais que vous reteniez comme idée, c'est que ces valeurs sont relatives, à certaines époques très légitimes, mais elles ne sont pas éternelles. Je prends comme exemple la pudeur, on en reparlera. J'ai ici un article qui est assez bien fait sur l'histoire de la pudeur. On s'aperçoit qu'il y a eu une évolution incroyable. Il n'y a pas encore très longtemps, au Moyen-Âge, ce n'est pas l'époque romaine, on baptisait les gens nus. C'était peut-être une charmante jeune fille, un jeune garçon, un éphèbe. Ils étaient totalement nus dans le baptistère. Et personne ne s'en offusquait. Aujourd'hui, c'est inconcevable. De l'époque des Romains, une mère conjurait son fils de ne pas partir à la guerre ou de lui obéir en lui montrant ses seins, en disant par les seins qui t'ont nourri. Mais personne n'y trouvait à redire. Il y a une évolution de la pudeur, c'est-à-dire ce sentiment lié à la sexualité d'une certaine manière, qui est extraordinaire. Et d'autre part, la pudeur, elle est plurielle. C'est-à-dire, vous avez encore aujourd'hui des civilisations qui s'offusquent de ce que nous... Vous savez que c'est à l'envers. Une jeune fille effarouchée dans certaines tribus relève les jupes que les missionnaires peut-être lui imposaient pour se couvrir la tête en dénudant ce que chez nous on s'évertue à cacher. C'est-à-dire c'est l'inverse. Pour eux, la pudeur consiste à se cacher le visage, parce que rougir ou je ne sais pas quoi, et puis chez nous, ce n'est pas tellement le visage qui nous offusque. Alors on pourrait dire, mais il n'y a pas d'absolu, c'est culturel, tout simplement. Alors je vais vous donner quelques arguments, parce que il faut bien voir, cette théorie n'est pas sans fondement. On verra après ce qu'il faut en penser, mais je répugne à traiter d'une manière un peu trop désinvolte un argument, dire c'est tout faux, ils n'y ont rien compris, nous on a la vérité. Voyons d'abord ce qu'ils disent. Alors je vous ai mis sur les tables un petit document que vous pourrez méditer à loisir, qui s'appelle le naturalisme, c'est-à-dire cette théorie, elle est théoriquement déjà formulée il y a 2 siècles, mais pratiquement, regardez l'évolution sur les plages aujourd'hui, mais au début du siècle, c'est pourtant pas loin, ça fait 2 générations, si vous voulez, vos grands-mères. Mais c'était incroyable, si vous voyez encore les photographies, donc c'était déjà du temps de la photographie. Les grands-mères se baignaient sur les plages du Nord, elles allaient dans une petite roulotte toute fermée, une cabine, qu'on appelle aujourd'hui une cabine de bain, on les avançait dans la mer, et par une petite échelle qu'on ne voyait pas, cachée, elles descendaient dans l'eau faire trempette. Elles étaient habillées jusqu'aux chevilles, et puis jusqu'au poignet, et puis elles remontaient effarouchées par le fait quand même que cet habit avait un tout petit peu révélé leur forme. Au début du siècle, les citadins allaient se rincer l'œil en Valais, vous savez pourquoi? Parce que nos braves paysannes montraient leur jarret, ce qu'on n'avait pas fait. À l'époque, vous imaginez vos grands-mères, vous avez des photos de Lausanne, photographiées sur le Grand Pont, où on voit des espèces de tours de vertu ambulante, elles devaient avoir 7 jupons, elles sont habillées jusqu'au bas des... Alors on allait regarder un peu de cheville et un peu de jarret des Valaisannes, on trouvait ça le suprême de l'érotisme. Aujourd'hui, sur une plage, on ne s'offusque pas. C'est pas la nudité, parce que je crois qu'elle serait elle serait mieux reçue. Mais on cache le minimum, parce qu'il faut quand même cacher, et puis tout le reste est dévoilé, mais personne s'en offusque. Mais vous imaginez là, l'évolution. Donc, c'est une évolution, donc c'est culturel. On pourra en changer, peut-être qu'on reviendra, il y aura peut-être un retour vers une pudeur, peu importe, la question n'est pas là. La question, tout est relatif. Alors, théoriquement, c'était déjà prêt, mais on n'avait pas encore osé, d'autant plus qu'il y aura encore le 19e siècle qui deviendra mais d'un rigorisme pudibond. Alors, c'est plus de la pudeur, c'est la pudibonderie. Alors, lisons d'abord les textes fondateurs. Ils partent tous de l'école de l'encyclopédie, c'est-à-dire autour de Diderot, de Jean-Jacques Rousseau, de Voltaire. Jean-Jacques Rousseau, tromperie des lois et de l'éducation. Les lois collectives, l'éducation. La pudeur n'est rien.
vous entendez bien, elle n'est rien, c'est-à-dire elle est relative. Elle n'est qu'une invention des lois sociales. Mais ça, on se dit, mais oui, c'est vrai. On les admet, il y a certaines époques où c'était nécessaire, mais aujourd'hui, plus. Pourquoi rougirions-nous des besoins que donne la nature? Pourquoi trouverions-nous un motif de honte dans un acte aussi indifférent en soi? Je crois qu'on a tout dit. Et ça, on l'entend bien aujourd'hui. Il n'y aurait même pas besoin de le dire. On dit, mais vous enfilez des banalités. Diderot, dialogue sur l'inconvénient d'attacher des idées morales, voilà les idées morales, à certaines actions physiques qui n'en comportent pas. C'est neutre. Pourquoi est-ce qu'on a dit c'est mal? Et on a été torturer les gens avec les obsédés. On en a fait vraiment des obsédés qui étaient complètement coincés. Malheur aux institutions qui ont attaché les noms de vice et de vertu à des actions qui n'étaient par elles-mêmes susceptibles d'aucune moralité, du même Diderot. Voulez-vous savoir l'histoire abrégée de presque toutes nos misères, ou toute notre misère, c'est encore pire, notre misère. Tout le mal vient de là. La voici. Il existait un homme naturel, le voilà. On le retrouve encore chez le bon sauvage. On a introduit au-dedans de cet homme un homme artificiel, le voilà, l'artifice des lois, de la morale, de l'Église. Il s'est élevé dans la caverne, la mienne, une guerre civile qui dure toute la vie. Je suis en conflit avec moi-même. Je rougis, je me heurte à des fantasmes, je n'ose pas les exprimer, je suis refoulé. L'homme a été empoisonné d'une morale contraire à la nature. Contraire à la nature. De Diderot, il faut suivre la nature, le pur instinct de la nature, et de Einstein, j'ai mis ça un peu pour rigoler pour moi, nous aimons la morale quand nous sommes vieux, parce qu'elle nous fait un mérite d'une foule de privations qui nous sont devenues inévitables. Alors évidemment, du moment qu'on ne peut plus, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait, alors évidemment les vieux, ils serrent la vis, c'est les vieillards qui font la morale. Tu vois ce que vous savez que prêtre, vous voulez dire vieillard, hein, presbytère, qui a donné presbyte. Je vais vous donner quelques documents parce que ça ne suffit pas, ça. Il faut les connaître parce que nous sommes immergés dans ce monde qui prône un retour à la nature, à l'innocence, et c'est assez intéressant de voir. On les trouve dans les journaux, je vous l'ai dit, moi je prends ma pâture pas dans les livres philosophiques, j'en lis très peu. Mais tous les matins. Alors j'ai lu ça dans mon journal du matin, c'est un petit article sur un animateur de télévision, vous connaissez peut-être, qui fait facile à chanter, Fabrice, il s'appelle Fabrice. Très sympathique le bonhomme. Alors il anime une très bonne émission, paraît-il, c'est pas ma tasse de thé, mais c'est égal. Alors on l'a interrogé. Voici ce qu'il répond. Des gens aiment les plats épicés, d'autres les pommes de terre à l'eau. Vous verrez tout à l'heure. Y a-t-il une morale des repas? Alors pourquoi y aurait-il plus de morale dans le sexe? Il y a le plaisir, l'envie. Le reste, ce ne sont que des conventions tout à fait discutables. Ce n'est pas une autorité, Fabrice, mais on l'interroge. Et puis comme il est un animateur, comme il est sympathique, et puis qu'il est connu, on dit, mais oui, il a raison. Vous n'aimez pas les pommes de terre, vous aimez les rutabagas, ben, mangez. Et puis le reste, vous ne vous occupez pas. Vous n'imposez pas vos goûts aux autres. On pourrait les multiplier, mais d'un fondateur d'une revue coquine qui s'appelle Playboy, c'est américain, je crois. On leur dit, ils viennent se marier, alors on dit, alors vous ferez quoi avec vos enfants? Vous leur montrez votre revue, quand même, qui était un tout petit peu hard à l'époque. Aujourd'hui, ça fait rire, mais à l'époque, c'était comme, disons, quand mes étudiants commençaient à les lire en les cachant, moi, j'aurais pas pu, à notre époque, on ne pouvait pas, ça n'existait pas. Mais quand j'ai commencé à voir que ça existait, c'était mes étudiants qui rougissaient, puis les cachaient sous les bancs. Maintenant, non. Alors, on lui dit, vous ferez quoi avec vos gosses? Nous leur parlerons du sexe comme d'une chose naturelle et normale, faisant partie intégrante de la vie. Pourquoi pas? Naturel. N'oubliez pas, c'est un mot très important, parce qu'on le reverra. J'ai trouvé assez émouvant aussi le texte de Jean-Louis Bory. J'en reparlerai tout à l'heure. Jean-Louis Bory, c'est un journaliste assez extraordinaire qui était une sorte de pape du cinéma. Il animait une émission avec d'autres sur la critique du cinéma à la télévision. C'était un homosexuel, il ne s'en cachait pas, mais alors libéré, lui aussi libéré. Libéré veut dire qu'il n'était pas soumis à la morale. Et alors il y va, pas avec de la cuillère, le gars. Il dit, or, ne craignons-nous pas de le dire? Non, ne craignons pas de le dire. Dans nos sociétés chrétiennes, c'est surtout le christianisme, la morale et les lois nous l'aiguillettent.
c'est pour les hommes. Frigorifiés par la culpabilité sexuelle, maladroits pour la plupart, refoulés jusqu'à l'obsession, les gens tendus dans le noir vers l'écran du cinéma cochon expriment leur intérêt sexuel par procuration. Qu'ils mangent, ils n'auront plus faim. Ils fustigent ces petits cinémas porno où les petits vieux vont encore se ressourcer un tout petit peu. Qu'ils mangent, ils n'auront plus faim. Imagine-t-on dans notre pays gaver un public pour les salles où défileraient sur l'écran des gens bafres en choucroute et baba? Faites l'amour, vous n'irez plus le voir faire. Ou bien alors, c'est qu'il s'agira de gastronomie. Il y a du bon cinéma érotique, comme il y a de bons westerns, du bon cinéma aventure ou du bon cinéma policier. On peut continuer, on peut continuer, on peut continuer. J'aime aussi cet article que vous connaissez sûrement, parce que c'est un journal tout ménage, donc, que vous avez sûrement reçu, qu'il est gratuit, et où il y a évidemment la sexologue de service. Ce n'est pas celle qui sévit dans le matin, qui est moins virulente. Du reste, elle s'est un tout petit peu assagée. Tandis qu'ici, pas. Alors, j'ai beaucoup aimé parce que c'est une sexologue, donc on lui écrit pour dire, voilà, j'ai un problème, je ne peux plus bander, ou je ne sais pas quoi. Alors, faire l'amour n'est pas que tristesse, déception et problème. C'est aussi des émotions profondes, des bonheurs fous, des lendemains qui chantent. Je ne le pense pas. Les latins disaient post coitum animal triste, mais pour le moment, acceptons. Faire l'amour est bénéfique pour votre cœur, votre corps et votre âme. Rien que ça. Vous ne me croyez pas. Voici les preuves. Alors moi, j'adore les preuves. Ou bien nous ne nous sommes pas bien compris, et je vous en donnerai tout à l'heure une preuve de quelque chose qu'on penserait qu'on ne puisse pas prouver. Eh bien non, je vous ferai une preuve démonstrative aussi sûre que 2 et 2 font 4. Vous aurez une preuve. Alors, elle dit ceci. Vous ne me croyez pas? Voici les preuves. Faire l'amour régulièrement est, 1, une crème de beauté miracle. Alors elle explique, bon, vous aurez une peau de pêche si vous faites l'amour. Un bienfait pour le cycle menstruel. Alors, je ne vais pas tout vous lire. Un rempart contre l'ostéoporose. Si jamais vous avez une hanche qui pète, c'est parce que vous n'avez pas fait l'amour. Une protection de la prostate pour nous les hommes. Bon, d'accord. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'alors des moines n'ont pas de mot de prostate, et pourtant eux, ils ont noué l'aiguillette. Mais peu importe. Un antidouleur efficace. Alors ça, j'ignorais. Un somnifère naturel. Et c'est des preuves. Évidemment, ce n'est pas des preuves, c'est des affirmations complètement bidons. Un déstressant de qualité, un antidépresseur magique, le protecteur du vagin, c'est pour vous, un entraîneur du pénis. C'est des preuves. D'autre part, j'ai beaucoup aimé aussi 2 stars du porno. Si vous voulez approfondir leur visage, vous pouvez me le demander après, qui trouvent ça formidable. Elle dit, alors, mais c'est extraordinaire, non seulement on gagne du fric, mais on aime bien faire ça. Alors on leur dit, comment vient-on au X? Pour joindre l'utile à l'agréable, rigole-t-elle, pour le fantasme, pour le plaisir, pour le fun, pour faire autre chose, pour quitter le train-train, pour l'argent aussi. C'est vrai, être secrétaire ou institutrice, ou je ne sais pas quoi, c'est casse-pied tous les matins. Tandis que là, on fait la chose la plus agréable pour le vagin, pour la peau, pour ça, et puis en plus on vous paye, et on est bien payé. Vous gagnez beaucoup, alors elles disent à quel point c'est 16 fois plus qu'une secrétaire, je ne sais pas. Elles trouvent ça sensationnel. Pourquoi pas? Puisqu'elles disent, il ne faut pas les contrarier. Là aussi, c'est la même. Bon. Un message du ministère espagnol des Affaires sociales, après Franco, hein, parce que Franco en avait noué l'aiguillette. Se masturber mutuellement, c'est dans un texte scolaire, se masturber mutuellement, à mon époque, se masturber tout seul, et mutuellement, alors on était foutus dehors du collège le soir même, hein, peut constituer une excellente et satisfaisante manière de partager le plaisir sexuel, ainsi qu'une aide à la connaissance mutuelle. Bien, je ne savais pas. Alors là, il y a un article sur la sexualité à Lausanne. J'ignorais, alors là, je ne savais pas que on peut être même gratifié d'une petite... Les vedettes américaines donnaient un peu dans les Folies Bergères touche pipi. Le sexe est toujours joyeux, estime un fan de Suzanne pour que la joie vienne. Les artistes ont payé de leur personne. Quelques danseurs choisis par les travelots ont eu droit à une petite fellation. Donc on peut quand même... Public donc. Malaise sous la couette. Je ne sais pas ce qu'elle vient faire là. Oui. Il existe encore une culpabilité par rapport à la masturbation. Vous imaginez.
dire qu'on peut être culpabilisé parce qu'on se masturbe. Mais où sommes-nous? Au Moyen-Âge, tout simplement au Moyen-Âge. Cela se passe d'une manière assez triste, solitaire et en cachette. Quelle horreur qu'on puisse être aussi sot que d'être culpabilisé à cause de la masturbation. Bon, j'en passe et des meilleurs. Devrais-je me sentir coupable de me masturber? Sinon, comment puis-je justifier cette pratique? Alors, le docteur Ruth, la bien nommée, essaye de dire, mais enfin, qu'est-ce que c'est? Mais vous allez chercher ça. Alors, elle dit, c'est pour des raisons religieuses. Mais alors ça vous regarde. Mais alors, tout le monde se masturbe et tout le monde y trouve un plaisir fou. J'espère que vous vous masturbez. C'est toujours le docteur Ruth. Elle dit à une pauvre femme son mari ne l'honore plus après 30 ans, puis elle dit, j'espère que vous vous masturbez, sinon vous êtes bien malheureuse. De Amélie Plume, là aussi, trop longtemps le judéo-christianisme, c'est dommage que ça ne soit pas venu avant, parce que judéo-christianisme, la Bible, a fait croire que le mal était en l'homme, pour mieux emprisonner celui-ci entre les barrières de la morale. Voilà. Tout ce qui me faisait plaisir, c'était péché. Je dois aller me confesser dans l'heure qui suit, sinon si je meurs, je vais en enfer. Il faut les abattre, ces barrières, enlever le couvercle sous lequel on étouffe. Amélie Plume, elle, fait confiance à la nature humaine. Si le monde va mal, ça je ne savais pas, c'est que trop de gens sont mal dans leur peau, donc les guerres, les famines, coincés dans toutes sortes d'interdits, alors qu'une liberté bien vécue déboucherait toujours pour eux sur quelque chose de positif. Je ne vais pas vous asséner tout, mais enfin vous pouvez comprendre que c'est toujours le même érotisme féminin, l'innocence des civilisations anciennes. Observons un peu les autres civilisations. Donc ici, il y avait autre chose. Nous, on a évolué, on évoluera peut-être encore, mais surtout, il y a d'autres civilisations, alors qui n'étaient pas embarrassées de ce culte de la morale. Les anciennes civilisations, comme la société grecque et les civilisations orientales, chinoises, japonaises et indiennes, acceptent l'érotisme féminin. C'est absolument faux. Je ne sais pas où vous allez chercher ça. C'est le contraire. C'est dans le judéo-christianisme qu'une certaine reconnaissance de la femme dans son corps a été faite. Regardez ce qui se passe chez les musulmans. Si on fait la mutilation sexuelle des petites filles, c'est pourquoi. Il y a des choses quand même qui sont presque malhonnêtes, donc. La pornographie, un article sur la pornographie à laquelle on attache toujours un sens péjoratif, n'offre absolument rien de gênant ou de dégradant pour des gens d'heureux équilibre et d'esprit lucide et libre. Ah oui, ceux qui n'en ont plus besoin, ceux qui ne vont pas au cinéma cochon, évidemment pour eux ça n'offre aucun inconvénient, mais évidemment, seulement c'est pétition de principe, vous donnez comme preuve ce qui est approuvé. La pornographie telle qu'elle se manifeste aujourd'hui, mis à part son exploitation commerciale scandaleuse, ah tiens, pourquoi est-ce que l'exploitation commerciale serait scandaleuse dans le cas de la pornographie, si c'est une bonne chose? On n'a jamais dit que l'exploitation commerciale des fraises ou des asperges en saison idoine était scandaleuse. Pourtant, il y en a plein les journaux, hein, les nouvelles fraises sont arrivées. Donc, ce n'est pas aussi innocent, puisque l'exploitation commerciale est scandaleuse. Donc, à part l'exploitation, on est toujours dans l'ambiguïté, doit être considéré comme une saine réaction, voire un défi à la prodigieuse immaturité, à la veulerie, à l'hypocrisie de la société actuelle et de l'Église. Bon, on ne veut pas continuer. Ça, c'est un plaidoyer pour l'amour entre les femmes. C'est assez long, mais enfin, si vous voulez vous renseigner, vous pouvez. Bien. Maintenant, inutile d'insister, je crois, parce que la cause est entendue. C'est ce discours qui consiste à opposer naturel et culturel, de quelque manière que ce soit, c'est tellement dans le droit fil de notre époque qu'on perd un peu son temps à le répéter. L'embêtant, c'est que ça ne marche pas. Et que ça peut faire du dégât. Que ça ne marche pas théoriquement, bon, c'est pas grave. Mais ça peut faire des dégâts dont on n'a pas idée. C'est vrai que nous, notre civilisation, nous étions un peu noués de l'aiguillette. Mais par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, à ce qui peut encore se passer aujourd'hui, c'est sans commune mesure. Et je pense qu'alors là, c'est très grave. C'est la raison pour laquelle je vais vous donner des repères
solide et objectif. La philosophie, je vous l'ai toujours dit, elle a cet avantage, c'est qu'elle prouve tout ce qu'elle dit. Il ne faut pas procéder par affirmation sommaire. Admettons qu'un grand saint, parvenu à un degré de pureté, de luminosité extraordinaire, il est admirable, mais c'est incommunicable. On peut être impressionné, mais c'est incommunicable. Il peut même engendrer l'effet contraire. Vous avez des parents d'une très grande rectitude morale qui ont mené une vie en fonction d'un idéal de vertu authentiquement. Vertu authentique, non pas une sorte de peur, mais dont les enfants ne bénéficient pas. Ça n'est pas transmissible. Par contre, quelques jalons fixes, parce que l'embêtant avec ce truc-là, c'est que ça n'est pas un jalon fixe, c'est un jalon qu'on peut déplacer. Et si cette idée s'insinue, alors on perd tout repère. Il n'y a plus de bien et de mal. Ce sera bien en fonction des mœurs de l'époque, ce sera mal en fonction des marques et des mœurs de l'époque. Mais si ce n'était pas vrai, essayons de réfléchir, et si ça n'était pas vrai, on est livré à tout vent de doctrine, comme dit saint Paul. Et pas seulement à tout vent de doctrine, mais on perd complètement confiance en soi. Je vous assure, j'ai toujours estimé qu'un aveugle qui serait sur une grande place et à qui on dirait « vas-y, tu peux courir dans tous les sens, il n'y a pas d'obstacle », il ne pourra pas le faire. Il aura peur. Par contre, si on lui dit « là, tu vois, tu as un mur, et il est solide, tu peux t'y tenir et tu peux te repérer par rapport à lui », bien sûr que ça va le limiter, bien sûr qu'il ne pourra pas passer de l'autre côté du mur, mais c'est beaucoup plus rassurant pour lui. Or, ce que je remarque maintenant, ce que je vois, c'est qu'on ne peut plus transmettre, parce qu'on passe pour une vieille bâtard. Encore hier, j'ai eu une discussion avec une femme dans une famille où il y a 3 gosses, un peu désemparés, parce que les parents vont se trouver très vite, en tout cas pour l'aîné, confrontés à devoir à peu près dire ce qu'il faut faire. Ils n'aimeraient pas dire le bien et le mal, mais les enfants, en tout cas l'aîné va leur demander. Alors ils me disent, vous n'auriez pas quelque chose, enfin pour nous, mais on n'aimerait pas que ce soit moral. Je comprends, parce que si c'est moral, c'est la maman qui m'a dit ça. Elle voulait dire, je ne voudrais pas quelque chose qui vient du catéchisme, de quelque chose qui n'est pas prouvé. Oui, alors je lui ai dit, je donne un cours demain, elle prendra la cassette, c'est pour ça que j'y tenais un tout petit peu, parce qu'elle m'a dit, je veux voir la cassette, parce que, évidemment, alors j'ai dit, mais non, mais moi, demain, je vais justement répondre à cette question, mais non pas en fonction de la morale, dont je n'ai que faire. Pourquoi je croirais à cette espèce de vérité descendue du ciel? En tant que croyant, oui, je ne suis pas mécontent de voir qu'il y a une sorte de convergence entre la raison et la foi, la morale inspirée par la Bible. Je ne suis pas mécontent, mais je m'en garderai bien. Je ne vous donnerai jamais un argument de type autoritaire en disant c'est le 6e commandement qui dit tu ne commettras pas d'impureté. Ça n'est pas communicable. Si quelqu'un dit moi je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est zéro pour moi. Je vais vous montrer, je vais faire une démonstration. Et après, je vous donnerai des témoignages de nouveau, parce que alors j'en ai encore beaucoup. Rassurez-vous, on ne va pas tous les voir aujourd'hui. Mais tout ça, il y a 20 ans que je fais ça, c'était pour mes cours. Alors, ici, le suivant, après que j'ai fait ma démonstration, on n'a jamais été aussi pu du bon, mais pour les autres, c'est le double message. Parce qu'on est assez malhonnête, je pense, pour dire le oui et le non. Si au moins on disait le oui, moi j'aimerais bien que cette théorie soit valable. Mais pourquoi pas, si vraiment c'était libérateur, l'amour libre. Faites l'amour, ne faites pas la guerre. Et j'avais ajouté à l'époque, ne faites pas de la guerre à l'amour. Mais quand on a dit ça, moi je m'appelle en 68, j'écrivais un livre qui s'appelle Deus et Sexus, tout un programme, il n'a jamais été publié, Dieu et sexe. À la suite d'avoir lu le Sexus de Henri Miller, c'était en plein mai 68. Je l'avais présenté du reste chez Grasset, ce livre, je l'ai encore dans mes tiroirs. Et Françoise Verny m'avait dit c'est beaucoup trop original pour le premier livre d'un auteur qui n'est pas connu.
c'est dire à quelqu'un n'allez pas nager avant de savoir, n'est pas à l'eau avant de savoir nager. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Évidemment, je ne peux pas me faire connaître si j'écris pas. Alors c'est là qu'elle m'avait dit, mais écrivez autre chose sur votre enfance. J'en avais parlé un peu. Je n'écris pas, mais je n'ai pas essayé de refourguer Deus et Sexus. Mais j'avais mis en exergue, au début du livre, puisque c'était le slogan de l'époque, faites l'amour, ne faites pas la guerre. Et j'avais ajouté, et ne faites pas la guerre à l'amour. Parce qu'il y a une façon de faire l'amour qui est une façon de faire la guerre à l'amour. Étant donné que je n'aime pas, en tout cas en philosophie, les arguments d'autorité, sauf ceux-là, oui, mais ce n'est pas des arguments d'autorité, c'est des vérifications. Je vais vous montrer, c'est pas moi, puisque je vous ai montré ceux qui prônent avec une quiétude, avec une absence de débat extraordinaire, pensez à Fabrice qui dit, mais enfin, vous n'aimez pas un plat, vous en aimez un autre, il n'y a pas plus de morale en alimentation que dans la sexualité. Je vous montrerai que ça ne va pas aussi facilement qu'on pourrait le croire. Ma démonstration. Vous avez vu là, c'est assez convaincant cette histoire. La pudeur, c'est un fait culturel. Elle est évolutive. Alors là, garantie qu'elle est évolutive. Hein. Et puis elle est plurielle, c'est-à-dire qu'on en a souvent changé et on en a de multiples expressions. Il y a tous les modes de faire. Ça dépend des latitudes et surtout de l'histoire. Eh bien, je m'en vais vous démontrer. Pour l'amour du ciel, ne me croyez pas. Et dans ce domaine, c'est assez difficile, les démonstrations, parce d'abord, on les croit impossibles. Alors, vous avez des gens qui vous disent, vous n'avez pas honte. Je dis, c'est pas un argument, ça. On pourrait répondre, non, j'ai pas honte. Oui, alors pourquoi je devrais avoir honte? L'autre jour, il y a un type qui s'est mis tout nu, un Américain, pour faire un truc de réclame pour une exposition. Il s'est fait ramasser par la police. Mais si j'avais été, moi, le type j'aurais dit, mais pourquoi il ne faut pas? Alors on m'a dit, la loi l'interdit. Je dis, ben changeons la loi. C'est évolutif. Peut-être dans 50 ans, tout le monde sera tout nu, en tout cas sur les plages. Eh bien, non. On va faire une démonstration. Je ne dis pas qu'il faut la faire. D'abord, essayez de comprendre pour vous. Alors peut-être vous trouverez les mots juste après. Vous ne ferez pas une démonstration au tableau noir. Mais quand ce sera clair qu'il ne s'agit pas d'un fait culturel, évolutif et relatif, vous trouverez, si vous avez à le faire, les mots justes. C'est-à-dire, on sentira que votre opinion, elle n'est pas réductible à votre éducation. C'est ce que les jeunes nous jettent à la figure. Ils disent, ouais, ta mère t'a dit ça, mais la mienne ne me le dit pas. Eh bien, on va voir. On va prendre une comparaison et on va faire un parallèle entre un fait qui est alors vraiment culturel, c'est-à-dire qui est un fait conventionnel. Je préfère le mot conventionnel. Une convention. Ici, on a la convention, c'est-à-dire on s'est mis d'accord. Le langage, par exemple, est conventionnel. Est-ce que c'est mieux de dire cheval, ou pferd, ou cavallo, ou écous? Les Grecs croyaient qu'il y avait une meilleure manière de parler. Il y a un texte de Platon que j'avais présenté une fois, mais c'est très vieux ça. Les Grecs, dans leur suffisance, disaient non, les autres c'est des barbares parce qu'ils ne disent pas, je ne me rappelle plus en grec, il faut le savoir, mais enfin... Et puis, ici, nous allons voir si... Je ne veux pas mettre la morale, je veux mettre la pudeur, justement, puisqu'il en est question. Puis après, on fera l'extrapolation pour le reste. On va voir si les caractéristiques de ce qui est indubitablement conventionnel et donc culturel se retrouvent dans la pudeur. C'est la moindre des choses. Alors, essayons. Quand il s'agit d'une convention, on l'a mis ici, il y a pluralité des systèmes. La pluralité. Exemple. Il y a deux manières de conduire. Une qui est à gauche, l'autre qui est à droite. En Angleterre, on conduit à gauche, priorité de gauche, en Europe continentale, à droite. Est-ce que c'est mieux à gauche ou à droite? Vraiment, je voudrais être imbécile pour dire que c'est mieux d'un côté. L'embêtant, c'est qu'il y en ait deux, évidemment. Mais il paraît que c'est pas grave. Quand on va en Angleterre, il paraît que 3/4 d'heure après, quand on est jeune, on s'y fait. Du reste, les Anglais, quand ils viennent ici,
Il n'y a pas beaucoup plus d'accidents à cause des Anglais. Bon, peut-être les réflexes, ils font un peu attention, parce que alors, nous, on a tout de suite le réflexe de se porter à droite quand on voit arriver quelque chose. Il paraît que ça va. Retenez bien cet exemple. Hein. La circulation routière, pas seulement le langage, il est conventionnel. J'espère que vous savez pourquoi les trains circulent à gauche. Si vous regardez, c'est parce qu'ils ont été inventés par les Anglais. Alors, ils nous ont exporté leur circulation priorité de gauche, et encore aujourd'hui, dans tous les trains de l'Europe. Quand vous avez les deux voies, le train va à droite, circulation à gauche. Bon. Pluralité. Est-ce qu'on la retrouve dans notre morale? Je l'appelle la morale, moi je n'ai pas peur du mot. Dans la pudeur. Oui. Oui. Donc ça marche. C'est conventionnel. On ne va quand même pas dire que c'est mieux d'être à gauche ou à droite. Bon. Mais attention, le culturel, il est aussi évolutif. Eh bien, oui, c'est vrai. La Suède a opté à changer son système de circulation quand ils se sont rendus compte que c'était un embêtement, peut-être aussi pour narguer les Anglais. Et puis ils ont mis la circulation. Les Américains ne l'ont pas cautionné, ils sont en circulation à droite. On pourrait imaginer, on peut rêver, que les Anglais se désinsularisent et puis se disent après tout on est un peu bobet parce qu'on s'est créé des conventions qui nous gênent quand on part à l'étranger. Ils aiment beaucoup aller à l'étranger, voyager. Et ils changeront. Ce sera pas mal. On va pas leur dire quelle horreur. Ce qui était bien est devenu le mal, ce qui est le mal est devenu le bien. On dit mais non, c'est conventionnel. Est-ce qu'on peut considérer que la pudeur est évolutive? Mais bien sûr. Je vous ai donné des exemples tout à l'heure. Je vous ai dit, au Moyen-Âge, mais c'est incroyable. Dans notre civilisation à nous, il y a la preuve inverse. On avait des pudibonderies au siècle passé, mais dont on n'a pas idée. Je vous l'ai déjà dit, ma sœur, à l'époque de vos grands-pères, dont je fais partie, non, de vos pères, dont je fais partie, elle avait l'obligation de prendre sa douche quand elle était toute seule, sans enlever sa chemise de nuit ou de jour, peu importe. Alors la plupart se baignaient toutes nues, vous imaginez, après tremper la chemise, parce que les sœurs surveillaient. Donc, même le rapport à son corps était enrobé d'une pudeur imbécile. Alors, aujourd'hui, on est pratiquement tout nu sur les plages, mais personne n'y trouve à redire. Donc, c'est évolutif, conventionnel. Qui peut dire que c'est bien ou mal? Bon. Dans une convention, il y a encore un autre caractère qui est essentiel aussi. C'est que c'est réversible. Très important, ça, cette caractéristique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous avez le système A, circulation à gauche, et le système B, circulation à droite. Donc ça, c'est l'Angleterre, ça, c'est la France, l'Europe. Attention, est-ce que les Anglais ont plus de difficultés de changer leur code quand ils viennent sur le continent que les Français ont plus de difficultés, ou les Français ont plus de difficultés en changeant leur code quand ils arrivent en Angleterre? On n'a jamais vu une chose pareille. C'est le même genre de difficulté. Ça tombe sous le sens. Enfin, j'ai jamais entendu dire. Sinon, je crois peut-être qu'alors on aurait changé un des deux codes. Mais c'est embêtant pour les deux. C'est parfaitement réversible. Ce que je dis n'est pas tout à fait valable pour les langues, par exemple. Il y a, semble-t-il, des langues plus difficiles que d'autres. Paraît-il, le hongrois, rudement difficile. Mais les Grecs pensaient que c'était réversible. Mais en tout cas, pour la circulation, qui est l'exemple même de la convention, pourquoi pas pour les langues? Parce que peut-être les Grecs n'avaient pas tout à fait tort. Il y a peut-être dans une langue quelque chose de plus connaturel aux structures de l'intelligence. Je ne sais pas, je n'ai pas fait d'études là-dessus, sur ce sujet. Mais en tout cas, il y a une chose, c'est qu'il m'étonnerait fort que les Anglais aient des difficultés de prendre le code inverse et que les Français ne l'aient pas en allant en Angleterre. Est-ce qu'on retrouve cette caractéristique de tout système conventionnel? Alors pas du tout. Ah non, pas du tout.
C'est ce qui fait que ça n'est pas conventionnel. Alors je vais vous le montrer, je m'en vais vous le démontrer. Je ris parce qu'il me vient tellement d'exemples en mémoire de trucs où les gens peuvent dire des bêtises sans s'en rendre compte. La tenue à table, je me rappelle un jour, j'étais dans une famille aussi où on prétendait gentiment, que c'était pas méchant, mais que notre manière de se tenir à table est conventionnelle, et puis que les sauvages font pas comme nous, d'autres civilisations ne mangeaient pas comme nous, mangent avec les doigts, bafferaient, rotaient, ça honorait leurs hôtes, et puis que tout ça, bon, enfin, maintenant que c'est admis chez nous, on va pas les changer, mais c'est conventionnel. Pas du tout. Parce qu'elle n'est pas réversible. Alors l'exemple que je prends, je le prendrai en souvenir ému de mes élèves, parce que c'était beaucoup plus rigolo quand j'avais des élèves jeunes et surtout des filles. Parce que j'ai eu longtemps le privilège, peut-être, d'enseigner la philosophie à un public exclusivement féminin. Je parlerai un jour du reste des avantages qu'il y a, parce que la philosophie, la structure de l'intelligence féminine, grâce à Dieu, n'est pas la même que celle de l'homme, grâce à Dieu. Si elle était la même, alors vraiment, ce ne serait pas grand-chose. Elle est synthétique, tandis que l'homme est analytique. Alors il y avait une manière d'enseigner la philosophie qui est un peu différente. Et cet exemple que je vais vous donner, alors là, elle le comprenait très bien. Avec des garçons peut-être, mais plus tard j'ai eu des classes mixtes, mais j'employais quand même le même exemple. Et je leur disais, voyons, supposons qu'un professeur de philosophie dans les îles ait des élèves qui n'ont pas les mêmes mœurs vestimentaires que nous. C'est-à-dire c'est un pays très chaud, c'est sous les palmiers, c'est sous le soleil, horizontalement ou verticalement, ce qu'on voudrait, décide de faire un voyage d'études à Paris. Le professeur leur dit, écoutez, là-bas ils ont des coutumes un peu bizarres, ils cachent ce que vous ne cachez pas, alors on va vous fabriquer des petites robes, c'est pas lourd, du reste, il fait moins chaud, vous ne serez pas importunés. Alors évidemment, ça les amuse beaucoup. Et puis alors, ça les gratouille un tout petit peu, parce que ça chatouille, quoi. Bon, ben, pourquoi pas. Et puis alors, elles arrivent à Paris, c'est amusant. Elles sont un peu déguisées, si vous voulez. On ne veut pas contrarier les Parisiens. Et l'inverse. Alors je disais à mes élèves, vous, mes élèves, avec votre vieux professeur, à l'époque j'étais moins vieux, on va faire un voyage d'études sous les îles, mais alors là, il ne faut pas contrarier les gens, n'est-ce pas? Là-bas, ils sont pratiquement tout nus, le professeur aussi. Vous porterez un strict minimum, et puis, ma foi, en tout bien tout honneur, il ne faut pas choquer les gens, parce qu'on arrive avec notre harnachement, donc d'autre part, vous avez le choix. Alors là, ça ne marchait plus du tout. C'était impensable, collectivement, il ne faut pas rêver. Quand il s'agissait de nous, nous, on disait non, ça c'est pas faisable, ça serait un scandale. De même pour l'alimentation à table. On ne peut pas faire la réversibilité, nos mœurs et coutumes. Si on se remettait à péter-roter, on serait bien plus gêné que ceux qui doivent admettre nos mœurs, à qui on dirait, écoutez, vous retenez un tout petit peu, bon, évidemment, peut-être ça les gonflerait un peu, on leur donnerait moins de choucroute, mais la question n'est pas là. La question, ils n'auraient pas ces sentiments de malaise, ils trouveraient inconfortable, c'est vrai, c'est mieux de pouvoir libérer ces gaz naturels, mais ils n'auraient pas ce rouge au front que nous aurions, nous. C'est là que le bas blesse, et vous allez voir que ça se confirme avec ce genre de témoignage. C'est de là que vient le double langage. C'est qu'on prend des belles théories, on les applique même, et on ne se rend pas compte qu'on se contredit, qu'on dit une chose qui n'est pas vraie. Ça n'est pas réversible du tout. Ça n'est pas du tout la même chose. On ne reviendra pas, ou peut-être qu'on y reviendra, mais alors on aura perdu quelque chose. Parce que j'aimerais que vous compreniez que l'erreur, elle vient ici, dans cette opposition qu'on a fait là, depuis les philosophes du 18e, c'est eux qui ont commencé à opposer naturel et culturel. Il existait un homme naturel et que la société a bourré de complexes. C'est pas vrai. Le naturel, il est là. Ça, c'est la nature humaine, pas la nature animale. Grâce à Dieu, on est autre chose. C'est ça que j'appelle, moi, naturel. Ça fait partie de la nature humaine d'avoir une personne, parce que c'est les privilèges de la personne, ça. Et tandis qu'ici, bon, c'est, alors si vous voulez, la nature au sens limitatif, d'accord, je suis nature et personne, je suis objet et sujet, je suis avoir et être, d'accord.
Alors, ce que je vais vous montrer, c'est que grâce à Dieu, ou grâce à la société ne m'a pas imposé des règles. Elle me les a préservées peu à peu, peu à peu, peu à peu. Parce qu'au début, je n'en ai pas pris conscience. Je n'ai pas pris conscience que la femme était un être qui avait une personne humaine. C'était très long. Regardez dans l'Antiquité, regardez dans les autres civilisations, autres judéo-chrétiennes, qu'est-ce qu'il en est de la femme? Pour prendre un exemple assez voyant, hein. Il a fallu des siècles pour se rendre compte qu'elle avait une âme. Et qui lui a restitué cette âme? Le judéo-christianisme. C'est des beaux imbéciles, ceux qui incriminent le judéo-christianisme pour avoir noué l'aiguillette et compagnie. Mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Quand le soir, dans ma tour d'ivoire, et je m'émerveille encore 30 ans après, je me mets vers la petite lucarne qui donne sur le Lausanne-Bainet, le petit carrefour là, de Caroline, où il y a 3 nightclubs, bien que le Flon lui fasse un tout petit peu concurrence, il n'a pas perdu son attrait, mon quartier, pour le Lausanne-Bainet, je m'en rends compte. Hein. Il y a vraiment, les cafés débordent sur le trottoir et tout ça. Mais quand vers 2-3 heures du matin, des fois, par nuit de pleine lune, je reviens vers ma petite fenêtre et je revois une, et des fois 2, et des fois une jeune fille, seule dans la rue. Je me dis, mais il n'y a pas une seule civilisation où une jeune fille non mariée, non protégée par son mari qui l'enferme à la maison peut faire ça. Mais est-ce qu'elle le sait? Est-ce qu'elle a dit merci au judéo-christianisme? En dehors du judéo-christianisme, il n'en est pas question. Vous pouvez me trouver une civilisation où une jeune fille, sans perdre son honneur, bien sûr. Ah oui, les étahirs, les prostituées, tout ça, elle pouvait le faire. Mais je me dis, mais moi je deviens extrêmement rogneux, et je pourrais devenir même violent, quand j'entends, comme ces imbéciles, mettre en cause le judéo-christianisme. Je dis, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? C'est le contraire. Le judéo-christianisme a fait droit aux justifications, aux justes revendications de la personne humaine qui constitue avec mon acquis naturel ma nature humaine. La nature humaine, qui n'est quand même pas celle qui est réductible à celle des animaux, c'est quand même l'ensemble de ce que je suis. On a l'impression que là, c'est moi, et puis là, on m'a inculqué des trucs qui sont contraires à moi, qui m'obligent à faire des choses qui sont contraires à ma nature. C'est imbécile. C'est sauvegarder les prérogatives de ma personne. Alors, on verra comment, dans la deuxième partie de ce cours. J'ai encore 2 choses à vous montrer. D'abord, je vais vous montrer que on est dans une époque complètement schizophrène parce qu'on se rend compte, on se contredit. Il y a le double message. Et si vous voulez rendre un enfant, un adolescent ou même un adulte fou au sens technique, il n'y a qu'à toujours lui donner le double message. Lui dire une chose et son contraire. Or, nous ne faisons que de dire une chose et son contraire. Dans notre civilisation, hein. Je vais quand même vite vous donner un exemple, je le ferai dans le deuxième cours, mais parce qu'il est tout frais, et puis moi, il m'a fait hurler. Ça a l'air de rien, hein, ça a l'air de rien. C'était au mois d'avril, donc c'est pas si vieux. Nous sommes en 1996, je dis ça pour les générations futures. Un article sur un film qui va passer à la télévision. Ça a l'air innocent. Ce film, vous le connaissez peut-être, vous l'avez entendu parler, c'est un film de Louis Malle Louis Malle qui vient de mourir, qui s'appelle Le souffle au cœur. Je l'avais vu à l'époque, quand il était sorti. Je me rappelle, j'étais encore aumônier à l'avenue de la Gare. J'étais sorti de là, mais avec un malaise. Mais je ne savais pas encore bien le formuler, mon malaise. Mais je savais qu'on avait fait une entourloupette et une malhonnêteté intellectuelle grave. Mais elle me rentrait. Je ne savais pas qu'un jour je pourrais m'en libérer de cette espèce de malaise. Mais vraiment, on se moque de nous. Et beaucoup en étaient victimes. Quel était ce film? C'est un film qu'on a remis au programme parce qu'actuellement, on remet d'actualité l'inceste. Vous allez voir cette imbécilité, ce double message, à quel point on est sensibilisé à certaines formes de sexualité, mais sur la lame d'un couteau, c'est une question de mois. À 3 mois avant ou 3 mois après, c'est un crime ou bien c'est une libération. Je dis, vous êtes complètement cinglé, c'est pas une question de mois,
c'est une question de réalité, mais peu importe. Toujours est-il que, qu'est-ce que c'était? C'était un film qui est passé sur la 3e chaîne, qui veut faire un débat sur l'inceste. Alors, dans l'article, c'est marqué qu'il n'existe pas de statistiques, mais un tiers des jeunes Jérichois a été victime d'abus sexuels avant l'âge de 14 ans, et un 7e des garçons, chiffre horrible, terrible, qui donne une petite idée de la gravité du phénomène, tel qu'il est perçu par ceux dont le métier est d'aider ces abusés à vivre quand même malgré l'insurmontable blessure, comme le dit Marc Vanotti, psychiatre à Lausanne. À travers des témoignages de victimes et de médecins, ce reportage de la télévision suisse romande, c'était en Suisse romande, tire la sonnette d'alarme. Curieux parce que c'était planète. Donc, on n'a pas de mots assez sévères pour fustiger l'inceste ou, disons, la sexualité, abus sexuel avant 14 ans. Puis un jour, on la mettra à 14 ans, et on dira, on était bien bête. Seulement, où il y a le double message, c'est qu'on illustre ça avec le film de Louis Malle, qui, lui, met en scène un inceste, alors. Un inceste caractérisé, c'est-à-dire, dans le film, 3 garçons, le plus jeune est encore un pubère un peu maladroit, il a peur des filles, les 2 garçons sont dessalés, ils étaient déjà au bordel. Et on nous montre comment le plus jeune, avec connivence des 2 aînés, va faire l'amour avec sa mère. On voit d'abord la mère, il l'entrevoit dans sa salle de bain, il en est complètement ému, et couche après. Et puis on vous épargne, vous imaginez si aujourd'hui on vous épargne les détails. Évidemment, dans le film, le garçon, c'est pas sa mère, c'est une actrice, je ne me rappelle plus son nom. Ah oui, c'est Léa Massari, à l'époque. Seulement, ce que je trouve, mais presque de révoltant, il y a des fois où on a envie de rugir, c'est que le commentaire ici du film, l'article n'a pas de mots assez sévères. Le garçon a moins de 14 ans quand il couche avec sa mère. Il doit avoir 13 ans et demi. On le voit très bien dans le film. Alors, analyse maintenant du film. Benoît Ferreux et Léa Massari dans un film Louis Malle, Le souffle au cœur, qui traite de l'inceste avec une infinie délicatesse et discrétion. Je dis, mais on se fout du monde. Mais est-ce qu'on peut faire un viol avec infiniment de délicatesse et de discrétion? Alors moi, j'ose en faire demain, tout de suite. On montre avec beaucoup de belle musique un viol. Alors on fait un viol. Mais on se fout du monde. Mais c'est grave. Imaginez un jeune qui voit ça. Moi, mes options sont faites, les vôtres aussi, j'espère. Mais il faudrait protester, dire, mais écoutez, c'est pas que vous me contredisez moi, c'est que vous vous contredisez vous. Alors, mais comment vous voulez que les jeunes vous reçoivent? À 14 ans, on peut coucher avec sa mère dans un film, tout au moins. Et du reste, ce film a eu une histoire. Vous savez que ça a protesté le lendemain de sa diffusion parce qu'il a passé à la télévision. Ah non, il n'était pas encore en salle. Puis à la télévision, il y a eu Michel Pollack, je ne sais pas si ça vous dit encore quelque chose, mais c'était un barbu qui faisait des émissions à scandale, un gauchiste un peu... Je ne suis pas contre pour qu'ils disent des choses qui sont peut-être très saines. Alors il faisait un droit de réponse, je crois, où il y avait des bagarres. Il faisait exprès de prendre des antagonistes. Et alors un jour, ils avaient mis au programme ce film qui venait de sortir à l'époque, qui avait fait quand même un peu scandale dans les journaux et autres. Et alors Pollack, il remettait tout ce qu'il pouvait pour animer le débat. Je garantis que ça avait volé, presque les chaises volaient à travers le studio, ça avait été loin. Et le lendemain, le type se faisait débarquer, Michel Pollack. Il était victime des rétrogrades et tout ça. Alors, tout le monde avait dit, voilà, l'ancienne garde, c'est une conspiration des traditionalistes, du Vatican, je ne sais pas quoi. Complètement imbécile. Mais c'est quand même incroyable qu'on prône un film et on fait victime Michel Pollack, qui avait pris parti alors en disant, mais c'est absolument absurde, c'est évident que la libération sexuelle, comme le dit Freud, le divin Freud, parce que nous, on a peut-être la Bible, mais les autres, ils en ont aussi une, hein, mais je préfère la mienne de Bible. C'est Freud. Freud avait dit. Freud a dit. Alors, pour eux, ça leur paraissait évident. Du reste, moi, j'avais des amis à l'époque, ceux qui m'ont beaucoup aidé dans une période un peu difficile, pour qui aussi, Freud, ils n'avaient pas la foi non plus, mais ils avaient une foi, mais aveugle. Ils me disaient, mais c'est évident, ils me disaient toujours, c'est évident que la première émoi sexuel, que le premier pulsion sexuelle doit se porter sur le parent du sexe opposé. Mais je leur disais, évident, non, parce que je dis, d'abord, j'ai horreur qu'on emploie le mot évident pour le mot certain. Vous pouvez dire certain, parce qu'il y a 3 sources de certitude. N'oubliez pas, l'évidence, la démonstration et la foi. Mais évident, sûrement pas,
Parce qu'évident, les lampes sont allumées, il y a le soleil aujourd'hui, je suis habillé en blanc, ça c'est évident. Au moins, tout le monde peut être d'accord, à moins les aveugles. Ce moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas évident. Mais maintenant que ce soit certain, par la foi à Freud, alors ça vous regarde, mais moi je n'ai pas la foi à Freud. Mais c'est incroyable, la stupidité humaine, quand on quitte des autorités qui ont fait quand même leurs preuves, qui sont garantes de la totalité de la nature humaine, qui fait droit à mes légitimes revendications par rapport à la pudeur. Alors on les accuse d'être rétrogrades. Et puis on ne se rend pas compte qu'on se met sous l'obédience d'une autorité, mais complètement imbécile. Parce qu'on se dit, mais comment il savait, lui, Freud, que le premier émoi sexuel devait porter sur le parent opposé? Comment il le savait? Ben, je vais vous le dire. Parce qu'il avait lu une vieille fable qui traîne de l'humanité depuis je ne sais pas quoi, qui n'avait rien à voir avec l'histoire, du reste qui finit très mal, où il y a eu un type qui s'appelait Oedipe, qui a couché par suite de circonstances que je vous avais raconté un jour, avec sa mère, mais sans le savoir, bien sûr. Et puis après, il est aveuglé, pour Freud, il est aveuglé par la loi, parce que la loi est imbécile, parce qu'elle nous réprimande, parce qu'elle refoule nos instincts, et c'est pour ça qu'il est devenu aveugle. À partir de là, en changeant la leçon profonde de cette tragique histoire, on nous a imposé, et des gens le reçoivent comme parole d'évangile, parce que c'est Freud. Or, je vais vous donner, parce qu'il faut que vous l'ayez, un texte sur la pudeur, puisqu'on a pris la pudeur. Hein. N'oubliez jamais ça. Que ce soit évolutif, que ce soit plus réel, d'accord, mais ça n'est pas réversible. Et si ça l'est un jour, eh bien, c'est qu'on aura rétrogradé. Le jour où on refera de la femme un objet qu'il faut cacher derrière une mantille, c'est-à-dire juste lui donner les yeux pour qu'elle puisse continuer à faire son ménage et sortir dans la rue comme on le fait dans d'autres civilisations, on aura rétrogradé. Mais j'aimerais quand même que vous ayez 2 articles sur la pudeur, que vous méditerez. Un, je vais vous le lire parce qu'il n'est pas long. C'est un texte de Paul Valéry. Écoutez bien, vous l'aurez sous les yeux. La pudeur est, EST, le sentiment qu'a la personne, de n'être pas son avoir, de ne pas être identifié à son corps, à sa nature. Justement, ça n'existe pas l'homme naturel. Je refuse d'être identifié à ma nature, d'être menacé dans son être par celui qui l'identifie à ce qu'elle a. On ne pourrait pas mieux dire. On ne peut jamais dire mieux que Paul Valéry. Vous avez compris que ça, c'était avoir, et puis ça, c'est être. On l'a séduit dans les cours précédents. Être et avoir. La personne, le je et le moi. La pudeur physique ne signifie pas que le corps est impur. Mais non, ça ne signifie pas qu'il est impur. Mais non, il n'est pas impur. Mais que je suis infiniment plus que ce corps regardé ou saisi. Je ne veux pas être identifié à lui, même s'il est beau. Vous aurez des témoignages d'actrices, porno ou autres, qui, sans le savoir, confirment le texte de Paul Valéry. Les 2 imbéciles, les 2 petites stripteaseuses là qui bluffent. J'en ai connu beaucoup, par personne interposée, pas personnellement, qui, lorsqu'elles exerçaient le métier, elles étaient tout à fait euphoriques. Il faut voir après, hein. Vous verrez le retournement que ça donne. Le diable devenu vieux se fait termite. La diablesse devenue vieille se fait bonne sœur. La pudeur des sentiments, par exemple, signifie que chacun d'eux me limite et me trahit. Je n'aime pas qu'on me voie pleurer. Parce que, oui, bien sûr, je pleure, mais je me cache, parce que je ne suis pas que ces pleurs. Je ne suis pas confus d'être cette nudité ou ce personnage, mais de paraître n'être que cela. C'est ce que je refuse. Une belle femme, disait Catherine Deneuve, recevoir un compliment pour une jolie femme, c'est à la limite du supportable. Remarquable. Elle est une des plus belles femmes du monde, du moins célébrée comme telle. Recevoir un compliment pour une jolie femme est à la limite du supportable. Parce que je ne suis pas, j'ai momentanément. Puis alors quand j'aurai plus, alors je serai comme Brigitte Bardot que tout le monde répudie, maintenant tout le monde se fiche d'elle. Terrible leçon de la nature.
Je ne suis pas confus d'être cette nudité ou ce personnage, mais de paraître n'être que cela et d'être jugé sur cela seulement. Le contraire de la pudeur, c'est la vulgarité, le consentement à n'être que ce qu'offre l'apparence immédiate. On ne peut rien dire d'autre. Mais j'ai quand même un autre texte, je vous le lis vite quand même pour que notre bouteille à l'encre parte avec l'essentiel, c'est très vite lu, un autre texte sur la pudeur. Et c'est dans un livre de psychologie, ça, hein, c'est pas un philosophe. La pudeur, un signe de distanciation et d'éloignement. Écoutez bien ça. Même les enfants élevés librement entre guillemets. Et si on me demande mon avis, je le donne, si on ne me le demande pas, je ne le donne pas. Mais si on me le demande, je le donne. Ne le faites pas. La nudité en famille. Même les enfants élevés librement, et j'aime bien les guillemets à librement, et pour qui la nudité au sein de la famille, du sport ou de la sauna est une chose tout à fait normale, on leur dit mais c'est normal, c'est naturel, peuvent soudain se retirer et cacher leur nudité même devant leur propre famille. C'est ainsi que les adolescents manifestent leur entrée dans la vie adulte et leur refus de faire encore partie du monde des enfants. Cette distanciation, cet éloignement leur permet de tester si leur entourage les respecte en tant qu'êtres autonomes, s'ils les acceptent à présent dans le monde adulte. On pourrait dire beaucoup d'autres choses. Tant qu'on est un enfant, pas de problème. Mais sitôt que l'enfant a la moindre réticence, je supplie les parents de respecter cette réticence. Et beaucoup l'enfreignent. Elle dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est naturel ça. Et on voit très bien, moi j'ai des situations où les enfants sont malheureux, ils n'osent pas dire, ils n'ont même pas le discours à leur portée. Mais oui, c'est naturel, c'est les autres qui, je ne sais pas quoi, qui ont inventé, je ne sais pas quoi, il y a le soleil, la nature, la mer, et tout ce qu'on voudra. Je crois qu'on se trompe. Si c'était que ça, ce serait encore pas trop grave. Ça peut être beaucoup plus que uniquement la question de la nudité. Mais ce que j'aimerais que vous reteniez, mais maintenant je vais prendre, tout à l'heure, dans la deuxième partie, des témoignages. Et ça fait réfléchir. Mais ce que je voulais, c'est d'abord vous montrer qu'il y a des choses qui peuvent se démontrer et qu'on n'est pas parti, mes opinions ne sont pas meilleures que les vôtres. Et je ne verrai pas pourquoi moi, parce que je suis un peu plus vieux, parce que j'ai une formation moralisante, j'aurai plus d'autorité que quiconque. J'ai toujours refusé ça. C'est pour ça que je la dénie aussi à Freud. Montrez-moi, c'est tout ce que je vous demande. Je voudrais une fois que quelqu'un l'ait vécu, cet amour libre, hein, et qu'il y ait accédé, pas quand il est en train de le pratiquer, parce que alors ça, j'en ai beaucoup de témoignages. On verra l'autre face, et de qui vous ne soupçonnez pas. Alors il est bon de voir que ça n'est pas si facile. Et alors à la fin, tout à la fin, je vous montrerai des témoignages aussi qui accordent l'unité humaine qui se fait autour d'une personne maîtresse de sa nature, qui n'y est pas asservie, qui en reste maître. Et là, on est libéré. C'est là la vraie libération. Alors il ne nous reste plus maintenant que, disons, à nous amuser, bien que le sujet soit quand même grave et sérieux quand on voit ce qu'il implique dans l'équilibre d'un homme. On n'a qu'une vie. Et quand elle est manquée du point de vue affectif de l'équilibre humain, le reste ne compte pas beaucoup. Je dis amuser parce que il y a des cas où on est en plein délire. Je vais vous donner, on pourrait passer plusieurs heures à montrer que ça n'est pas vrai que notre époque vit, même dans sa pointe la plus avancée, dans ceux qui sont les tenants d'une totale libération de bonne foi, qui n'ont eu aucune formation antérieure qui pourrait, à la rigueur, les limiter. Mais je prends un petit exemple qui est tout récent, du 16 mai 96, donc, il y a moins d'un mois. Il y a eu un festival de cinéma à Cannes, comme chaque année, et les chaînes les plus importantes se déplacent pour célébrer cet événement.
Depuis une année ou deux, à Cannes, il y a le festival officiel, et puis dans les caves, il y a l'Untergrund, où il y a le cinéma porno, on peut l'appeler comme ça, et qui est souvent hard, avec ses acheteurs, ses actrices, qui sont reconnues maintenant. C'est plus du tout un monde condamné et parallèle, pas du tout. Il y a des gens qui ont fait une carrière, des actrices. Vous en connaissez peut-être, du reste j'en ai le nom, mais peu importe. Toujours est-il que dans une émission de grande écoute assez amusante sur une chaîne française où on essaye, avant les nouvelles, de capter le maximum d'auditoire, et alors on fait des petits jeux de société, et un de ces animateurs s'est permis, a eu l'idée que je trouve assez intéressante, d'interviewer 5 actrices de porno reconnues comme telles, qui ont leur statut officiel, qui ne s'en cachent absolument pas, qui en sont même assez fiers. Elle leur a tendu le micro pour leur poser la question suivante. Elle leur dit, mais vous êtes des hardeuses, donc hardeuse, je ne sais pas si le néologisme passera dans le dictionnaire, ça vient du mot hard, qui veut dire le contraire de soft, pour le porno. Donc ça veut dire qu'elles font tout. Avant, on faisait semblant, au dernier moment, c'était simulé. Non, plus du tout, là, évidemment, sinon c'est pas du hard. Donc elles acceptent, moyennant de fortes compensations, et puis peut-être une protection adéquate, de mimer tout ce qui relève de la combinatoire d'un homme et d'une femme. Alors on les interroge avec un micro-trottoir, sous une sorte, disons, de petit jeu qui consiste à leur dire, écoutez, vous êtes une actrice maintenant, est-ce que ça vous est déjà arrivé de coucher pour arriver? Vous savez qu'actuellement, on dit que les actrices, on le disait tout déjà avant, que si elles veulent avoir un rôle, il faudrait qu'elles fassent quelques concessions au metteur en scène ou à autre pour obtenir le... Ce sont de très belles femmes, les metteurs en scène sont justement de très grands amateurs, c'est le cas pour Jean-Jacques Hano, qui ne s'en cache pas. Alors on leur pose la question, on leur dit, vous qui êtes une hardeuse, donc, est-ce que vous est déjà arrivé de coucher avec un metteur en scène pour arriver, c'est-à-dire pour obtenir le rôle? Elle dit, mais non, mais jamais. Puis on dit, mais pourquoi? Mais parce que c'est dégradant. Mais on est en plein délire. Mais c'est de la folie furieuse. Mais réfléchissons, on discute sur 2 échelles, inversées de nouveau. Hein. Je peux le faire, moyennant finance, avec la caméra et tout, mais alors je ne peux pas le faire, et ce serait, à mon avis, plus noble de le faire dans un but moins lucratif, moins bassement intéressé, pour obtenir un rôle, plutôt que de l'argent. Mais alors là, j'ai vu les 5 prendre des airs effarouchés. On dit, donc, la morale n'est pas morte, mais elle est, dans certains secteurs, elle est surtout pour les autres. Alors pour les autres, exemple, je trouve ça aussi extraordinaire. On pourrait dire chasser le naturel, il revient au galop, mais on pourrait aussi dire invoquer le naturel, il part au galop. On interviewe une actrice américaine alors, qui a joué, mais alors pas d'une porno, mais dans un film. Actuellement, si vous faites une histoire d'amour, vous ne pouvez pas les faire escamoter la scène d'amour, c'est pas possible, on dirait, c'est pas normal. Alors on l'interviewe. On a dit, dans Sirène, vous êtes dénudée, c'était difficile. Elle répond, je n'ai jamais eu peur de mon corps. On dit, bon, voilà, c'est très bien, c'est le naturel dont on parlait tout à l'heure. Être nu au fond, c'est quelque chose de naturel et de simple. On n'en sortira pas du naturel et du simple. Je crois qu'à la limite, c'est être habillé qui n'est pas normal. Ah, mais c'est intéressant, on devrait aller sous les îles. Enfin, c'est nous qui sommes un petit peu coincés de l'aiguillette. Pour Sirène, c'est le film. Je n'avais pas le choix. Le rôle du modèle l'exigeait, et de toute façon, c'était un but sensuel et non sexuel. Les scènes où je suis nu n'ont rien à voir avec celles de Sharon Stone, qui écarte les jambes et montre qu'elle n'a pas de culotte dans Basic Instinct. Je trouve merveilleux. Moi, c'est innocent, mais c'est l'autre qui fait le mal. C'est toujours comme ça, c'est comme avec l'argent. Tout le monde aime l'argent, mais personne aime ceux qui aiment l'argent. La morale, vous la chassez, elle revient par la fenêtre. Pour moi, c'est innocent, c'est naturel.
pour l'autre parce qu'elle montre qu'elle n'a pas de culotte. C'est pas naturel alors. Mais pourquoi c'est l'autre qui fait le mal? De la part de cette actrice-là, ça me paraît complètement démentiel. Mais c'est tout comme ça. Vous avez tous les articles que j'ai ici sont bâtis autour de cette stupidité de la morale qui revient par la fenêtre. Vous la chassez par la porte, elle revient par la fenêtre. En décembre 1985, démission d'un ministre aux États-Unis parce qu'il avait une maîtresse. Mais c'est démentiel. Les États-Unis qui ont été à l'avant-garde de la libération sexuelle, elle était 2 ans ou 3 ans en retard en France, mais elle vient des États-Unis, la libération de la femme. Vous connaissez peut-être cette professeure d'université américaine qui est venue une fois dans ce cours, que vous connaissez, qui s'appelle Yolande, qui est donc dans une université au Minnesota, qui me dit, mais ça devient complètement fou. On est dans une société complètement folle. Les professeurs masculins, et moi-même, dit-elle, nous ne pouvons plus recevoir un élève dans notre bureau officiel à l'université avec la porte fermée. Parce que l'élève peut raconter n'importe quoi, s'il n'est pas d'accord avec nous, que mon regard a été un peu concupiscent ou un peu, disons, équivoque, et j'ai un procès qui peut m'entraîner à payer des sommes astronomiques. C'est de la vraie folie furieuse. Donc, on ne reçoit plus la porte fermée. Vous imaginez, à une époque de libération sexuelle, soi-disant. Mais c'est pire qu'avant. Mais la culpabilité, mais elle n'est sans proportion avec ce qu'elle a jamais été. Un ministre peut démissionner parce qu'il a une maîtresse, mais Louis XIV en avait, elles étaient attitrées, elles avaient un château, on les respectait, on les félicitait. Le roi, on le félicitait, on disait, alors celle-là, vous ne l'avez pas manqué, elle a déjà le ventre gros. Mais vous imaginez aujourd'hui un président en France, de la République, en Suisse, qui aurait une maîtresse. Ce qui a coulé avec Giscard, ce n'est pas tellement l'histoire des diamants, c'est des histoires d'alcôve. Ça, alors les gens ne pardonnent pas. Ce qui fait que le dernier des Kennedy n'a pas pu arriver à la succession de son frère, c'est parce qu'il avait eu une histoire un peu, disons, équivoque avec une jeune femme. Alors, Sir Alan démissionne parce qu'il a parlé à une prostituée en Angleterre. C'est encore pire. À notre époque, si c'était au siècle passé, je comprendrais. Les autorités américaines refusent le droit d'entrée à un Canadien qui n'a pas le droit d'aller en Amérique, qui avait pincé les fesses d'une femme il y a 10 ans. Alors, je trouve extraordinaire. Nous, même à notre époque, on avait encore le droit. Enfin, moi, je ne l'ai pas fait, mais on ne peut pas interdire l'entrée aux États-Unis parce qu'un homme a pincé les fesses d'une femme qui peut être consentante, finalement, il y a 10 ans. Mais on est dans un truc de complète folie. Je vous assure, c'est de la folie. Haro sur le bordel. À Miami, les clients des prostituées sont cloués au pilori. On n'ose plus y aller. Quand Sartre, il faut quand même que je vous raconte, parce que j'aimais beaucoup raconter cette histoire à mes élèves, rien que pour les voir un tout petit peu rougir. Mon illustre homologue, très illustre homologue, Jean-Paul Sartre, avant la guerre, était professeur de philosophie dans un gymnase, dans un lycée au Havre. J'étais donc tout à fait de pied au moins de ce point de vue-là avec lui. Il a très vite quitté l'enseignement pour pouvoir vivre de sa plume. Et à la fin de l'année, évidemment c'était des collèges, alors garçons-filles séparés. Et alors à la fin de l'année, on allait joyeusement et étendard au vent au bordel, avec lui en tête. C'est-à-dire on allait fêter la fin de l'année au lieu de perdition. Mais, les volets se fermaient, les familles pudibondes, bien sûr, au début du siècle, disaient il faut que jeunesse se passe, mais on le savait, c'était d'autorité publique, c'était des garçons de 18 à 20 ans. Alors je disais toujours à mes élèves, vous imaginez que moi je vous propose la chose, au moins aux garçons. Je dis à la fin, c'était des grands garçons que j'avais vinés. Il y en avait 2 qui avaient fait leur service militaire. Au début, ils venaient avec leur uniforme militaire au cours pour impressionner les filles. Alors je leur disais, mais essayez d'imaginer. Aujourd'hui, après mai 68, maintenant la libération sexuelle ayant passé par là, on est dans un collège absolument neutre, c'est-à-dire il n'est pas fait par des curés, c'est pas à Saint-Maurice. Je dirais aux garçons, les filles, bon, on trouvera autre chose. À la fin de l'année, on va tous au bordel. Je ne sais même pas où ils sont à Lausanne, je ne saurais pas où aller. Mais je me fais vider immédiatement.
Et puis je voyais très bien que les garçons étaient gênés. Ils étaient pas à l'aise. Ils n'ont pas fait « Ah oui, après tout, pourquoi pas, ce serait assez rigolo ». Je leur dis, voyez qu'on n'a pas fait du progrès de ce point de vue-là. Je ne dis pas que Sartre avait raison. Hein. Je dis, mais il faut arrêter de penser qu'on est libéré. On est noué beaucoup plus qu'on l'imagine. Seulement c'est pour les autres. Pour soi, on ne sait plus où aller, on n'a plus de repères. Mais pour les autres, alors on est d'une sévérité. On a pratiqué sa morale la plus étroite par personne interposée. Vous pouvez voir ça tous les jours dans les journaux. Mais c'est à rire. Moi, je les collectionne parce que ça m'amuse. Kennedy savait que les compromis sexuels et le chantage sont les plus vieux outils de l'espionnage. Dans l'Amérique du début des années 60, elle était quand même libériste après la guerre, s'il était démontré que le président avait couché avec une autre femme que la sienne, sa carrière politique aurait été sérieusement compromise. Du temps de Kennedy, quand on a subodoré qu'il avait eu une liaison avec Marilyn Monroe, qui était libérée à l'époque, elle n'était plus mariée avec Arthur Miller. Bon, il était président, peut-être ça aurait passé, mais il devait encore se cacher. Mais avant, on le savait. Les présidents de la Troisième République, ils avaient une maîtresse. Vous vous rappelez cette histoire qui était amusante, je ne me rappelle plus si c'était Lebrun ou Loubet, qui était à l'Élysée déjà, président, et puis il est mort l'après-midi, il avait fait venir une femme de mœurs un peu légère, et puis le pauvre, son cœur n'avait pas résisté, il était mort en plein débat, il avait passé du ciel de l'alcôve au ciel éternel, et évidemment ça avait l'affolement, et puis on a tout de suite convoqué le médecin personnel, et quand il est arrivé à l'Élysée, il a demandé à tout le personnel qui était là, est-ce que le président a encore sa connaissance? On lui dit non, elle est descendue par l'escalier de service. Ils avaient compris sa petite connaissance, c'est-à-dire la petite bonne femme. Ça n'avait pas fait de scandale à l'époque, puisqu'on le savait. Mais vous imaginez, aujourd'hui, on l'aurait dit de Mitterrand, après coup, oui. Alors là, on a fait toute une espèce, disons, de mythologie pour escamoter cette... Mais avant sa nomination, si on avait su qu'il était bigame, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement, je ne suis pas sûr. Je prends des titres parce que je trouve ça tellement amusant, je ne peux pas vous le lire parce que c'est trop long. La fiancée, entre guillemets, d'Andrew, le prince, a-t-elle posé nue? Quelle horreur! Elle a posé nue, alors qu'elle n'était pas mariée, ni encore fiancée, elle aurait posé nue. Mais est-ce qu'on peut m'expliquer ce qu'il y a de mal de poser nue? Pour la société dans laquelle je suis, j'aimerais que mes contemporains me l'expliquent. Mais on a deux messages. L'un pour condamner les autres, mais on ne s'en remet pas de ça. Du fait que la petite fiancée, la femme du deuxième fils qui a posé ou qui a été nue une fois avec les seins libres avec un amant, elle était libérée de toute obligation. Ça a fait un bruit. Mais où sommes-nous? On est libéré ou on ne l'est pas? Il faudrait savoir. Il ne faut pas faire les deux. Je continue, mais il y en a des tonnes. Il y en a toutes les plus drôles les unes que les autres. Mais ce que j'aimerais vous montrer, alors qu'il est déjà moins drôle, c'est les témoignages des actrices. Ça, je trouve assez pathétique parce que c'est des témoignages humains. C'est pas des choses dont on peut... Bon, là, je ne dis pas que c'est rigolo, mais ça peut encore passer. Mais ce que je n'aime pas, c'est de lire des choses comme ça. D'abord, je vais vous prendre le témoignage de la spécialiste de la pornographie pour faire le pendant avec les deux petites hardes qui se disaient c'est formidable, on rigole bien, on aime bien faire ça, en plus on est bien payé. Vous la connaissez peut-être. Ah, il n'y a pas son nom, c'est dommage. Enfin, elle est connue, donc c'est peut-être la photographie, vous la reconnaîtrez. Elle s'appelle Catherine, je ne sais pas comment. Enfin, maintenant, elle a fait du porno hard à l'époque où c'était pas encore, on n'avait pas pignon sur rue. Mais maintenant, elle a pris de la distance, elle s'est reconvertie, elle va finir dans les ordres, vous allez voir, comme Marie-Madeleine après la conversion. Mais toujours est-il que quand elle en faisait, c'était alors le nirvana. Alors on lui pose des questions très simples. Votre fleur favorite, votre comédien préféré, votre comédienne préférée, la principale qualité chez les autres, chez vous, le pire étant défaut chez les autres, l'hypocrisie, le vôtre, le doute. Et la dernière question. Les questions qu'on ne vous a, à votre propre étonnement, encore jamais posées.
probablement le journaliste était à bout de questions. Il s'est dit, j'aimerais vous poser une question qu'on ne vous a jamais posée. Parce que moi, votre fleur, votre truc, dans quoi vous voulez être réincarné plus tard. Enfin, alors on lui pose la question qu'on ne lui a encore jamais posée. Elle répond, c'est curieux, on ne m'a jamais demandé si le fait de tourner des films X avait pu me faire souffrir. Je dis, mais elle avait qu'à arrêter. Personne ne l'obligeait. Je ne vais pas lui demander si elle avait souffert. Si quelqu'un se donne des coups de casserole sur la tête, je ne vais pas lui demander si ça le fait souffrir, à moins qu'il soit fou. Hein. Alors là, je dis, je le protège de lui-même. Mais là, je dis, mais si ça vous... Il ne fallait pas le faire. Donc, elle avait quand même conscience que c'était tout à fait juste. Un autre témoignage qui, moi, m'émeut parce que je crois qu'elle a vraiment, celle-là, elle a été victime. C'est la petite qui a tourné dans l'amant. Je pourrais en parler 1 heure, j'en avais parlé à mes élèves, à qui j'avais dit, je n'irai pas voir ce film. Ça les avait impressionnés. Parce que, je ne le disais pas du reste pour les impressionner, je leur disais parce que c'est malhonnête. Il y a trop de malhonnêteté dans ce film. Et je ne savais encore pas tout. Je ne savais pas ce que j'allais vous dire. Mais d'abord, c'est une malhonnêteté par rapport au livre. D'abord, j'aime pas déjà Marguerite Duras, ça n'arrange rien. Mais ce n'est pas une raison. On pouvait faire un film sur ce livre qui avait eu un tel succès commercial, pourquoi pas. Mais la malhonnêteté vient du fait que chez Marguerite Duras, malgré tout, c'est assez pudique, et c'est son droit du reste. Par contre, alors Jean-Jacques Hano a d'abord fait une audition d'actrices dans le monde entier, le livre ayant un succès que je m'explique mal, ou plutôt que je m'explique par cette espèce, disons, de conditionnement collectif qui nous prend, qui est d'une véritable folie. Je ne pense pas que ça n'est pas en rapport avec la valeur intrinsèque d'un ouvrage, mais ça c'est un autre débat. Mais étant donné que Jean-Jacques Hano, qui venait de sortir 2 films à grand succès, L'Ours et puis Le Nom de la Rose, cherche une actrice, il auditionne. Il les auditionnait un peu sous toutes les coutures, si vous comprenez ce que je veux dire, étant donné qu'il avait déjà dans la tête alors de donner l'accent à la scène d'amour, qui était très pudique et très discrète dans le film, dans le livre de Marguerite Duras. Alors il est tombé sur une Jeanne Marsh, une petite Anglaise, innocente, qui avait 16 ans, qui n'avait jamais fait, alors il en est tombé complètement ébloui, et elle en a énormément souffert, parce que je crois qu'il était vraiment malhonnête. Et je me souviens d'une émission où Jean-Pierre Elkabbach, quand il était encore à la radio sur Europe 1 et pas encore à la télévision, dont il a démissionné ces jours passés, lui posait des questions extrêmement insidieuses pour savoir si ce qu'on répétait était vrai, qu'il les avait conduits à faire vraiment, comme du hard, si vous voulez, ce qui quand même là n'était pas nécessaire, hein, parce que c'est un film grand public. Alors Dieu sait si, alors vraiment là on pouvait simuler. Et il avait répondu très malhonnêtement. Il avait dit, moi, ce qu'ils ont fait, ça ne me regarde pas. Je dis, mon œil, étant donné qu'il y avait la caméra, évidemment, ça le regarde, caméra au point. Alors la petite répond ceci. Notre rencontre s'est formidablement passée et il m'a demandé si j'étais d'accord pour tourner des scènes d'amour. Qui dirait non des scènes d'amour? Quand on a 16 ans, l'amour, c'est encore le baiser sous la lune. J'ai répondu, oui, pourquoi pas? Si cela est nécessaire, parce que je ne suis pas du tout du genre à me déshabiller devant des gens que l'on ne connaît pas et qui forcément ne peuvent pas s'empêcher de regarder votre corps. C'est innocent à cet âge. Je me déshabille, oui, tout à fait d'accord, mais j'aime pas que les gens regardent mon corps. Mais alors, il ne faut pas vous déshabiller. Mais, bon, c'est innocent. Alors, on lui dit, elle répond, le plus dur, confie Jeanne, c'est de simuler l'amour, de simuler un orgasme, alors que vous n'êtes pas amoureux de votre partenaire. C'est une expérience extrêmement troublante et dérangeante, ce que je comprends du reste. Mais alors, elle se fait référence à une autre actrice. Non, c'est toujours elle. Je rêvais d'un feu de cheminée à la maison quand elle parle de cet amour. Je rêvais de regarder la télévision en compagnie de mes parents. La jeune actrice ajoute qu'elle a souffert d'insomnie, de crises d'angoisse et de larmes après la scène qu'elle a dû faire, qu'on lui a imposé de faire. Plus curieusement, Jeanne confesse qu'elle n'avait pas imaginé devoir tourner de telles scènes. Dans le roman de Marguerite Duras, leurs relations charnelles ne sont pas si explicites. Quand j'ai lu le scénario, je me suis dit, il fait ceci, elle fait cela. Mais je n'ai pas pensé à ce qu'ils faisaient ensemble. Ben voilà, elle était innocente. Naïvement, j'ai cru que Jean-Jacques Hano allait suivre cette idée-là. Elle en était malade, la pauvre fille.
vraiment malade physiquement, c'est-à-dire qu'elle a eu non seulement des insomnies, mais qu'elle a eu des hauts le cœur physiques. Alors je pense que là, on n'est plus dans l'innocence de la nature où tout est beau. On a beau me dire que c'est une exploitation matérielle. Je dis, mais si cet acte est si naturel, alors il devrait l'être aussi devant 3 caméras. Je m'explique mal pourquoi il devient tout à coup tellement traumatisant lorsqu'il est devant les caméras, parce qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Une autre qui dit ceci, j'ai aimé la comédienne avouée, le réalisateur avait promis de ne pas montrer mes parties intimes. Après la scène, j'ai quitté le plateau et j'ai vomi. Alors, de nouveau, je me dis, mais pourquoi? Moi, je suis d'accord qu'elle ait vomi, je suis tout à fait d'accord. Au moins, ce que je vous ai dit est cohérent. Je sais pourquoi. Parce qu'a été blessé en elle très profondément sa personne, son je, son être intime. Elle a été prostituée à son corps, parce qu'on peut se prostituer à son corps, on peut se prostituer à mon avoir, et je pense que pour une jeune actrice, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Alors j'ai tout un dossier, une fille aussi que j'aime beaucoup, par ailleurs, parce que je ne vais pas voir ses films, qui est Béatrice Dalle, qui est aussi une fille qui paraît alors tout à fait libérée, elle. Vos décolletés sont souvent suggestifs, vous n'aimez pas vous montrer nu. C'est vrai. Dans À la folie, on voit ma poitrine quand je sors de la baignoire. On se dit, mais où sommes-nous? Au Moyen-Âge, on se baigne, on allait prendre le baptême tout nu. Alors on devrait être libéré. Pas du tout, on ne le sera jamais. J'en ai fait une dépression parce qu'elle devait montrer sa poitrine. On se dit, mais finalement, alors elle n'est pas normale. Mais oui, elle est normale, c'est elle qui est normale, c'est nous qui ne le sommes pas. J'en ai fait une dépression. Sur une plage, je ne me mets même pas en maillot de bain devant mes amis. Alors vous imaginez, surtout en tournant 37.2 le matin, j'ai failli crever. Il faut tenir compte de ça, de ces témoignages. J'en ai encore d'autres, mais une fille aussi que j'aime beaucoup, parce que c'est une fille qu'on sent très sensible, c'est Mathilda May, M-A-Y. J'ai travaillé 6 mois là-dessus, 20 heures par jour dans la moiteur de Buenos Aires. Les producteurs ont coupé 1h30 de l'histoire. La nudité, c'est un réel problème pour les actrices, un handicap par rapport aux acteurs. Car quand voit-on des hommes à poil sur le grand écran? Ben oui, ça date un peu, parce que on le voit. Quand sont-ils exploités physiquement? Jamais. Ben non. Mais ça, il ne change rien. Ce n'est pas parce que les hommes ne le sont pas, maintenant ils le sont. La nudité, c'est chiant. Pardonnez-moi le terme. Mais c'est le mot qui convient. Les cinéastes se trouvent toujours une excuse pour en mettre dans chaque scénario. En plus, ce n'est pas si simple de prévoir l'arnaque, car vous discutez avec eux, ils vous expliquent qu'ils vont filmer de manière qu'on ne voit rien de tout, rien du tout. Finalement, vous êtes sur le plateau et vous n'avez plus aucun contrôle, vous n'avez qu'à obéir. Désormais, je ne me sens plus obligé de passer chaque fois à la casserole, mais cela demande du courage de dire non. Évidemment, pour une débutante, si on lui dit non, on lui dit, écoute, tu sais, il y en a d'autres, hein. Sauf les hardeuses qui disent, moi je ne couche pas pour avoir le rôle. Je dis, mais c'est complètement démentiel. Elle couche dans le film, mais pas pour avoir le rôle. Ce serait plus noble de coucher pour avoir le rôle. Désormais, je ne me sens plus obligé de passer chaque fois à la casserole. Mais cela demande du courage de dire non. À mes débuts, je ne voyais que la beauté du rôle. Avec le recul, je pense qu'il aurait été plus facile de dire tout de suite que le nu, c'était pas mon truc. D'ailleurs, je n'ai pas envie de contribuer à cette cuisine du cinéma commercial. Vous savez cette recette. Peu de cul, un doigt de violence, et un peu de cul, un doigt de violence, et voilà. Bon, je ne continue pas parce que c'est un peu lassant, comme la chose elle-même du reste. Mais j'ai trouvé ces témoignages qui n'ont pas de valeur démonstrative. La valeur démonstrative, je crois vous l'avoir donnée, c'est que ça ne sera jamais réversible. On ne reviendra pas à cette pseudo-innocence originelle, pour autant qu'elle ait existé. Hein. Mais admettons qu'elle ait existé. Il y avait même une innocence alors dans tous les domaines. L'innocence qui consistait à tuer les ennemis et à manger leur cervelle pour s'acquérir leur force, à mutiler sexuellement les petites filles et les garçons. Une certaine innocence finalement, on ne se rendait pas compte de ce qu'on faisait. Innocence entre guillemets. Non, je pense que la culture a protégé cette chose très délicate, qui est les prérogatives de la personne, menacée déjà par moi-même.
je peux m'y aliéner, c'est-à-dire me laisser piéger. Alors, la culture m'apprend qu'elle peut me libérer peu à peu, me dire ce qui est dans mon intérêt, dans ma liberté à moi. Alors, c'est ce qui fera l'objet de notre dernier entretien il y a de nouveau une trilogie. Il y a eu une trilogie sur l'exil et le royaume. Nous avons 3 cassettes. Nous avons la deuxième aujourd'hui, la solution moderne. Et alors, nous aurons tout le bonheur la prochaine fois, au cours de nouveau de notre dernier entretien, de parler de l'amour, cette fois-ci, d'une manière positive. Je voudrais vous montrer un aspect qu'on n'ose plus montrer maintenant. Le bel amour, qui n'est pas du tout un amour désincarné. Ne croyez pas du tout que c'est un amour angélique, mais non, c'est un amour humain. Mais on pourrait l'intituler « L'amour, sa vie, sa mort et sa résurrection ». C'est vrai que l'amour passe par une sorte de mort. L'amour, pas moi, et sa résurrection. Et alors sa résurrection, c'est vraiment l'assomption de la nature soumise à la personne, ou alors la liberté des enfants de Dieu, et non pas, sous prétexte de liberté, s'asservir à la nature. Alors je collecterai encore des témoignages, parce qu'il y en a encore beaucoup dans toutes ces revues de presse, dans toutes ces coupures de journaux, et je vous montrerai qu'il y a des témoignages. Ils sont rares, c'est vrai. Étroite la porte du salut humain, dans un couple. Étroite. Il faut encore que les deux soient d'accord. Et alors la sexualité qui devient au service d'un amour, qui n'est plus un prétexte, mais qui est, vous voyez, parce qu'on ne le dit plus aujourd'hui, c'est devenu vraiment la bouteille à l'encre. Alors, j'essaierai de vous montrer par les témoignages qu'on peut sauver l'amour, faire l'amour, ne pas faire la guerre et ne pas faire la guerre à l'amour. Une chose à ajouter par rapport à ce que nous venons de dire pour préparer le 3e volet, c'est-à-dire le cours de la prochaine fois, qui aura une orientation pédagogique, parce que c'est bien beau ce que nous avons dit, mais qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui si on est consulté par les jeunes dans la fonction éducative qui est la nôtre, qui sera fatalement la nôtre un jour ou l'autre, si elle ne l'a pas déjà été. Alors j'aimerais reprendre ce que je disais tout à l'heure, qui me semble assez important. Rappelez-vous, nous avons fait une sorte de modèle, nous avons modulé ou modélisé une situation totalement culturelle et conventionnelle par rapport au problème de la pudeur. On a pris l'exemple de la pudeur, c'est-à-dire à la morale traditionnelle. Est-ce que la morale traditionnelle est conventionnelle, dans le sens qu'elle est plurielle, elle est évolutive? Est-ce qu'elle est conventionnelle? Alors, rappelez-vous, nous avons pris l'exemple de la circulation à gauche ou à droite. Si je vous pose la question maintenant, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, que diriez-vous si les Anglais avaient plus de facilité de venir en France que les Français d'aller en Angleterre? Vous en concluriez immédiatement, il y a une des deux méthodes qui est plus naturelle, puisqu'elle est plus connaturelle. Ce serait le réflexe immédiat. Sauf qu'il y a 3 objections auxquelles je n'ai pas fait allusion tout à l'heure. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on dirait. Mais on pourrait nous objecter, mais attention, ça nous est très difficile de changer notre mode de conduite automobile ou de comportement de la pudeur, parce qu'on nous a culpabilisés. Pendant des siècles, on a dit que c'était le péché. Rappelez-vous, quand je vous avais donné cette situation hurluberlue qui consistait à calculer à partir de quelle vertèbre il y avait péché mortel de regarder la nudité d'une femme ou d'un homme. À partir de la vertèbre, je ne me rappelle plus le numéro, on nous avait appris, nous, c'est pas si vieux, hein, c'était péché mortel en dessous. Alors vous imaginez si on venait dans les plages aujourd'hui, alors les moralistes tomberaient dans les pommes. Alors on pourrait dire, c'est pour ça que c'est très difficile de changer. Je vous ai dit, pour nous, il n'y a pas réversibilité. On ne peut pas passer
du système A au système B aussi facilement. Ceux qui sont habitués à la nudité s'habillent facilement, mais nous qui sommes habitués, on passe plus difficilement. Parce que nous sommes culpabilisés, tandis que pas eux. On leur a jamais dit que c'était le péché de mettre une robe. Réponse. Mais dans la circulation routière aussi, il y a la culpabilité. Et même elle est très prononcée, cette culpabilité. Depuis tout gosse, on nous dit le bien et le mal, sanctionné par le péché mortel qui est le retrait du permis ou une amende, et par l'enfer qui est la prison, parce qu'on peut aller en prison, parce qu'on n'a pas observé la circulation routière. Or voici qu'on passe dans l'autre système, on fait tout ce qui est défendu chez nous, tout ce qui est péché, péché mortel. On ne rougit pas, on n'a pas le sentiment de faire quelque chose de mal. Donc le sentiment de malaise moral ne vient pas de la culpabilité artificiellement développée. Mais, alors ça c'est très important parce que c'est ce qu'on entend d'habitude. La non-réversibilité, sur quoi se fonde ma démonstration? Parce que moi je voulais établir d'une manière rationnelle le fait que notre morale, j'ai pris l'exemple de la pudeur, mais on pouvait aussi prendre des relations sexuelles, n'était pas conventionnelle. Ce n'est pas un fait de culture, d'évolution, de civilisation. Il y avait une constante humaine. Mais pourrait-on dire, une nouvelle objection, il semble quand même qu'on a pratiqué une certaine réversibilité. Moi j'ai dit qu'il n'y avait pas réversibilité, mais oui. Aujourd'hui, il est pratiquement admis, et ça ne choque presque plus personne, de la nudité des seins, pour prendre cet exemple, puisqu'on est dans le domaine de la pudeur. Mais c'était impensable au début du siècle, sans parler du siècle passé. Donc on renoue avec les civilisations païennes, les Romains. Je vous ai dit, une femme présentait ses seins nus à son fils pour le conjurer de ne pas partir à la guerre ou autre chose par les mamelles qui t'ont nourri. Aujourd'hui, on ne pourrait pas, mais on s'y achemine. Or, cacher ce sein que je ne saurais voir, disait Tartuffe, maintenant on ne le cache plus et personne ne trouve à redire. Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même une certaine réversibilité qui peut-être va aller à s'accentuant? Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais nos arrière-petits-enfants, vous croyez qu'ils seront encore choqués, ce qui peut-être encore nous choque aujourd'hui? Donc on sera revenu au système A. Je disais tout à l'heure, on ne passe pas du système A aussi impunément que du système B au système A. Réponse. Eh bien, ce n'est pas moi qui l'ai fait la réponse. J'ai trouvé, et je vais vous le donner parce que c'est très important, un texte, je n'aurais pas pu le prendre la dernière fois parce que je ne l'avais pas, c'est tout récent. À l'approche de l'été, puisque nous sommes au début juin, on se prépare d'abord la peau, le maigrissement pour ne pas avoir trop de bourrelets sur la plage, mais les sociologues aussi, ils préparent leur analyse. Et il y en a un qui vient de publier dans un journal à grande diffusion, que vous connaissez, qui paraît le dimanche dans les kiosques romans, une petite étude. Lui se place du point de vue psychologique, sociologique, et il rejoint exactement ce que nous avons dit. Il parle de la pratique des seins nus qui se révèle finalement un piège. Donc, l'objection pourrait dire, mais finalement, il y a réversibilité parce qu'on y reviendra à la nudité après une période de transition qui est un peu gênante, mais on aura fait le va-et-vient, donc la pudeur est conventionnelle, puisqu'il y a trois caractéristiques d'une chose conventionnelle. Elle est plurielle, évolutive et réversible. Non, elle n'est pas réversible, même si on y revient. Il dit, le journaliste pose la question, néanmoins, les femmes redoutent de rencontrer une tête connue. Il répond, la pratique des seins nus est une affirmation de soi qui rend toutes les relations sociales difficiles. Elles le seront toujours. Elles ne l'étaient pas dans le système A, dans le système d'impunité, c'est-à-dire dans le système d'innocence, entre guillemets innocence, où on n'avait pas encore donné droit à la vraie pudeur, aux légitimes revendications de la pudeur. Il répond, la pratique des seins nus est une affirmation de soi qui rend toutes les relations sociales difficiles. Alors, croiser le collègue de bureau, le voisin, voire des membres de sa famille, c'est abominable, c'est insupportable. Et dans certains cas, même le mari qui tolère que sa femme s'exhibe, mais refuse de venir à la plage ou préfère jouer au loin avec les enfants.
Imaginez une femme qui s'exhibe et qui rencontre son collègue de bureau. Si c'était aussi réversible qu'on le dit, ça devrait paraître innocent, enfin, tout à fait normal, ça ne le sera jamais. Parce qu'on a un acquis de civilisation par la pudeur, par un affinement de la sensibilité qui fait qu'on ne peut plus revenir en arrière de manière aussi impunément. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'ils disent ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est le double langage, l'ambiguïté dans laquelle on est. Alors, le journaliste repose la question. Vos interlocuteurs se contredisent sans cesse, s'en rendent-ils compte? C'est-à-dire, ils disent oui et non sur la même situation. C'est-à-dire, oui à la nudité et non à la nudité. Dans le même discours. Tandis qu'avant, il n'y avait pas, puisqu'on ne savait pas répondre aux revendications de la pudeur. Il répond ceci. Il nous est impossible d'admettre que nous sommes une montagne de contradictions. Double langage, on est toujours en contradiction, des situations ambiguës. Mais je crois qu'on est fait comme ça. Ah oui, alors ça, il a raison. Nous fabriquons notre unité à chaque instant sur plein de contradictions. Tout l'art consiste à ne pas devenir trop schizo ni trop parano. Ah oui, parce qu'alors on peut devenir schizophrène quand on est dans le double message. Alors ça, je ne suis pas sûr qu'on en a protégé les jeunes. Hein. Oui, j'aimerais bien qu'ils ne deviennent pas schizo. Mais alors ça, j'aimerais bien qu'on arrête un peu trop l'ambiguïté, hein, parce qu'alors on leur donne les deux messages. Ni trop parano, bref, à trouver le juste équilibre entre des tendances opposées. Ah oui, mais l'embêtant, c'est que le juste équilibre, ça c'est bien la chose la plus difficile. Et je crois que les collectivités n'y arrivent jamais. Les individus peut-être, quand ils s'arrachent à la collectivité. Mais la collectivité, elle marche comme un canard. C'est toujours ou trop ou pas assez. Ou c'est la pudibonderie du 19e, ou c'est l'exhibitionnisme de notre siècle. Comment est-ce que vous voulez qu'ils s'y retrouvent? Ah, j'aimerais beaucoup qu'on soit sur la crête. En collectivité, il ne faut pas s'y attendre. Les gens ont envie de plonger en eux, mais ils sont fragiles. Alors, ils remontent très vite en surface pour se rassurer. Alors, dans le prochain cours, puisque nous sommes au deuxième volet de notre axiologie, c'est-à-dire cette analyse du bien et du mal, je voudrais vous donner, non pas des formules, non, je voudrais vous donner un fil rouge, une direction pédagogique pour, si vous avez bien compris ce qui est en cause, les phrases, vous les trouverez. Je ne vais pas vous donner des formules, je ne vais pas faire un catéchisme. Du reste, il y a un catéchisme qui est apparu de l'Église catholique, qui a fait une sorte de réaction de rejet. Tout le monde l'a acheté, je vous en parlerai la prochaine fois, mais parce que c'était des formules. Oui, non, permis, défendu, non. Je vais vous donner une compréhension de ce qui est en cause et les phrases, vous les trouverez vous-même. Selon les conditions, selon les interlocuteurs. Ce qui est embêtant avec les catéchistes, c'est des formules toutes faites. Parce qu'il faudra quand même qu'on se résolve à pouvoir répondre à la situation suivante, à laquelle je répondrai la prochaine fois. C'est un petit texte qui vient de paraître sur un cas d'école, c'est le cas de le dire, puisque c'est une écolière du canton d'Argovie qui a fait un travail scolaire, donc une écolière, je pense que vous le savez, c'est 15-16 ans, sur la masturbation. Et elle dit ceci, c'est aussi normal que le brossage des dents dans la vie courante. Alors, ça a fait scandale, ça a été jusqu'au Conseil d'État, ils ont pris des méthodes disciplinaires, savoir si on a le droit de traiter ça à l'école. Ce n'est pas une réponse de l'interdire. Il faut répondre, mais pourquoi il y a malaise? Masturbation à scandale. Alors, scandale, pourquoi? Si vous ne répondez pas, c'est que vous êtes malhonnête. Pour cette élève, elle est de bonne foi, probablement. Elle a écouté ce qu'on lui disait. Elle a lu les journaux. Dans les journaux, on dit masturbez-vous quand vous n'êtes pas satisfait de votre conjoint ou bien quand vous n'avez encore pas trouvé votre partenaire. J'espère que vous vous masturbez. Moi, ça tous les jours, dans les quotidiens, dans la page de la rubrique sur la sexualité. Des fois, on tempère un tout petit peu. Mais il faudra y répondre. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? À mon époque, c'était très facile. On disait péché mortel. Alors, je vous garantis que ce péché mortel, il était gratiné. Il y avait toute une série de châtiments qui lui étaient accordés. Enfin, vous les connaissez. C'était non seulement l'enfer assuré. Si je mourais dans cette situation, c'était précipité en enfer, mais il y avait même des séquelles, la surdité, le tremblement, enfin tout ce qu'on voit. Aujourd'hui, on dit le contraire. Et si les jeunes ressentent un certain malaise, on va leur dire quoi?
Eh bien, c'est ce que je crois qu'il est urgent de faire. C'est ce qui sera l'objet de notre prochain entretien, c'est-à-dire le 3e de notre trilogie sur l'axiologie. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? C'est encore pas suffisant. Pourquoi c'est bien? Pourquoi c'est mal? Ah, ça c'est déjà mieux.